J'ai trouvé des animaux aux 4 coins de la planète, sur chaque continent, dans des dizaines de pays. Et je vais vous montrer les jungles les plus folles et les animaux les plus incroyables que j'ai découverts, dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Ça a été très rapide. Nous nous sommes arrêtés sur le côté ici, un peu à l'écart de la route, en pleine jungle, et nous avons trouvé un furcifère minor. C'est un caméléon mineur. C'est son nom commun. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont les caméléons au dimorphisme sexuel le plus marqué. Ils ne grandissent guère plus. Celle-ci est une femelle adulte. Cette femelle affiche ses couleurs car elle a été gravide. Durant ce mois, elles arboraient cette teinte. Sinon, elles sont plus ternes. Les mâles sont légèrement plus grands. Ils ont aussi ces appendices sur leur museau. Mais même si la lumière baisse ici, nous avons quand même des couleurs vraiment spectaculaires. Nous savons que les caméléons changent de couleur ou de nuance, et ceux-ci ne font pas exception. Le mâle, un peu plus violet, avec un peu plus de bleu, regarde pour s'assurer que je ne me trompe pas. Des rouges et des oranges, alors que ce gars ici, ou plutôt cette jolie dame, a un fanon gulaire comme les anolis ou autres animaux similaires. Et c'est rouge. Elle le gonfle. Montre du rouge et des points rouges. Ses yeux bougent indépendamment comme la plupart des caméléons. Ses mains ressemblent à de petites pinces. C'est hilarant. Et la queue est aussi préhensile. Furcifère minor ou caméléon mineur. Et les mâles sont tout aussi beaux que les femelles. Je voulais juste vous montrer le dimorphisme sexuel. Je pense souvent que les femelles sont plus grandes que les mâles, car j'élève beaucoup de serpents. Mais ici ce n'est pas le cas. Donc, Mike ici a le mâle furcifère minor ou caméléon mineur. Et voici la femelle, celle dont nous venons de parler. Je voulais juste montrer la différence, et on va les séparer car elle était déjà gravide, et ne veut rien avoir à faire avec les hémipénis de ce mâle. C'est étrange à dire. Ce n'est pas la première fois. Se déplacer à Madagascar n'est pas la chose la plus facile au monde. Voici le bus de combat. Et c'est comme ça qu'on est passé du point A au point B sur les pires routes que j'ai jamais vues. C'est sympa de voir des furcifères minors dans les arbres près de la route, mais ce qu'on cherche est plus difficile à trouver. Le deuxième jour démarre fort. J'ai déjà trouvé de nombreux geckos à l'hôtel. On roule dans la rue. Et puis Oil de Lynx ici présent trouve ça, c'est un caméléon tapis. J'ai déjà fait de nombreuses vidéos sur les animaux qui allaient exploser cette année, et la plupart concernent les caméléons tapis. Si je devais en garder un, ce serait un caméléon tapis. Et vous remarquerez que celui-ci travaille chez IOP, avec seulement 3 pattes ici. Une espèce incroyable. Et ce spécimen en particulier semble être d'une très belle taille. Et c'est un peu fou parce que sans une patte, c'est une espèce arboricole. Elle en a besoin pour grimper. Mais clairement, elle n'a aucun problème à survivre ici. C'est juste pour promouvoir la coloration ou montrer la différence de couleur. Ce gars mue clairement, comme en captivité ou dans la nature, par morceaux. Et ce gars-là, il a une couleur différente de la femelle que nous avons montrée, et de l'autre que nous avons montrée aussi. Je voulais juste vous donner un aperçu rapide. Les caméléons tapis sont vraiment différents. Il y a tout un tas de dimorphismes de couleurs. C'est génial de constater que ce qui se passe en captivité existe aussi dans la nature. Ils deviennent toujours plus grands et impressionnants. On se croirait dans un film Avatar. Nous sommes arrivés près d'une cascade, c'est sûrement pour ça que vous m'entendez mal. Je m'en fiche. Et vous aussi. Vous êtes venus pour voir cette tête. C'est sans doute le plus beau caméléon vu à ce jour. Mais ils deviendront plus grands et encore plus impressionnants. Celui-ci est un caméléon à pattes bleues. Il n'a pas ses pattes bleues car il est stressé en voyant ma tête. Quand Bill le tenait, il avait ses pattes bleues et lui lançait des regards timides. C'était adorable. Je suis presque certain qu'on tournera une romance après celle-ci. C'est un Kaluma cryptica. Et la raison pour laquelle il s'appelle comme ça, je suppose, c'est à cause de ce motif cryptique, qui devient un peu plus foncé à mesure qu'il est plus stressé. Mais comme vous pouvez le voir ici, quand il est moins stressé, il ressemble presque à un caméléon tapi d'une certaine manière, car il a ce magnifique type de coloration. C'est un caméléon à pattes bleues, et le prochain que nous allons voir est encore plus grand que celui-ci. Maintenant, on pourrait parler des caméléons jusqu'à en perdre haleine.
Ou alors, je peux vous montrer la chose la plus magique que j'ai jamais vue. Ceci est évidemment une chaîne sur les reptiles. Et il y a une raison pour laquelle j'aime autant les reptiles. On me le demande tout le temps. C'est parce que je regardais des émissions télévisées quand j'étais enfant. Bien sûr, il y avait Jack Hanna, Steve Irwin, mais mes créateurs préférés étaient les frères Kratt, donc Kratt's Creatures, et juste après, Zoboomafoo. Et ce sont des lémuriens. J'ai grandi toute ma vie en regardant deux gars parler de ces animaux. Le co-animateur était un lémurien animé, et aussi un vrai lémurien. Nous observons actuellement des lémuriens à queue annelée, probablement les plus célèbres. Les lémuriens sont les seuls primates de Madagascar. Le seul endroit sur Terre pour voir des lémuriens à queue annelée, c'est ici, à part dans les zoos. Mais ici, ce n'est pas un zoo, pas de captivité, aucune cage. Regardez, il y a des montagnes partout. Des animaux comme ceux-ci, on ne les voit qu'une fois, sauf si l'on revient ici. Mais même alors, ces animaux restent menacés. En effet, de mon vivant, ces animaux pourraient disparaître à l'état sauvage. Il est possible que je ne revienne jamais ici, ni ne les revoie. La seule autre occasion de les voir serait en captivité. Donc dire que c'est un moment spécial. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'on ressent en vivant cela et en voyant ces animaux dans leur habitat naturel. Et c'est peut-être la seule fois, l'une des dernières fois qu'un humain pourra venir ici et vivre cela. Ce sont des lémuriens à queue annelée dans la nature. J'aimerais m'attribuer le mérite de ce que nous venons de trouver. Mais c'est l'un des guides qui est un peu tombé sur elle par hasard. Sur la chaîne, je parle tellement de ce sujet qu'on me traite de promoteur du boa de Dumeril. Et c'est exactement ça. C'est un boa de Dumeril trouvé dans l'herbe. On parle de quelques pas à peine de la route. C'est l'un des plus beaux spécimens que j'ai vus. J'en ai eu plusieurs en captivité, et vu beaucoup. Les motifs varient beaucoup. Celui-ci est l'un des plus foncés. Bien sûr, cela va dépendre de la région de Madagascar où vous les trouvez. Et c'est ce qui va déterminer leurs motifs, parce que parfois vous les trouvez plus près de l'herbe, parfois plus près de l'argile. Parfois, vous les trouvez plus près de ce qui est maintenant une terre agricole qui n'a pas ce sol rouge comme l'argile. C'est vraiment l'un des serpents les plus fascinants que nous ayons pu trouver. Et le fait qu'elle soit aussi calme et posée dans la nature, ce n'est pas quelque chose à quoi je m'attendais. Les boas de Dumeril sont ce que je suis venu voir ici. Je ne pourrais pas être plus heureux d'en avoir trouvé un. Je pense que le thème de toute cette vidéo, c'est les coulisses. On vient juste de parler de ce boa de Dumeril, et on marchait par ici, et je pourrais simplement dire « Oh, on a trouvé un Sanzinia ». C'est exactement ce que vous voyez ici. Et la raison, c'est que parfois nous avons des guides, et ce sont eux qui nous aident à tout trouver. Donc nous avons demandé à Dave d'aller filmer avec le Sanzinia, justement. Nous étions en train de filmer avec le boa de Dumeril, puis nous avons changé. Donc, on trouve vraiment tout dans la nature. Rien n'est placé ici, rien n'est arrangé. Bref. Voilà comment les choses se passent en coulisses. Habituellement, je ne fais pas ça en vidéo, mais je voulais vous le montrer. Merci de vous abonner. Si ce n'est pas fait, le bouton est là. Parlons d'un Sanzinia. C'est ici que vous trouverez un Sanzinia, car ils vivent là. Ce sont des boas arboricoles. Voici l'autre espèce de Sanzinia. Il y en a deux, l'une plus verte, l'autre plus brune. Et celle qui est plus brune aura aussi une tête qui ressemble davantage à celle d'un bulldog. C'est une tête beaucoup plus épaisse, plus émoussée. Et c'est ce que nous voyons ici. Maintenant, voici un spécimen adulte, que je suppose être une femelle. Elles ne deviennent pas très grandes, mais cette branche plie sous son poids. Ce sont des serpents au corps massif. Pas aussi massifs que le boa de Dumeril, bien sûr, parce qu'en général, vous allez constater que les boas terrestres ont un corps plus lourd que les boas que l'on trouve dans les arbres. C'est donc un magnifique serpent, et nous allons la laisser exactement là où elle est. Nous en avons déjà parlé et manipulé une. Je devrais sans doute revenir la manipuler quand même, mais à plus tard. Ici, nous avons un caméléon, caméléonesque. Celui-ci est un faux caméléon cubain. Donc, ce n'est pas le bon type de caméléon que l'on trouve sur cette île. Il est invasif. Bill Strand, qui est spécialisé dans les faux caméléons, les Sanzinia et les boas de Dumeril, est celui qui l'a amené ici en premier lieu. Donc il est très enthousiaste à ce sujet. Maintenant, bien sûr, elle va développer des cornes en vieillissant. Et la raison pour laquelle elle fait cela, c'est pour jouter contre les boas qui vont la manger. Maintenant, bien sûr, les mâles n'ont pas d'émi-pénis. Les femelles en ont.
et leur queue est purement décorative. Il n'y a aucune autre raison de la voir. Maintenant, bien sûr, ce sont des serpents à yeux fixes, et ils ont aussi des crochets fixes. Espèce très venimeuse. Est-ce que je me trompe? Je ne suis pas là. Je ne suis pas surveillé. D'accord. Je suppose que je peux faire tout ce que Bill dira ensuite. J'ai un caméléon géant malgache. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Elle a tendance à sauter un peu. Je peux voir que c'est là qu'elle veut aller. Ce sont des animaux qui s'adaptent très bien en captivité si vous pouvez en trouver. Ils deviennent vraiment très grands. Et si vous en avez un qui veut vous mordre, je vous conseille de vous en écarter. Il ne faut pas qu'elle saute. Elle risquerait d'abîmer les œufs qu'elle porte. Surtout qu'elle est très gravide et va pondre de nombreux œufs. Et je vais la remettre là où je l'ai trouvée, avant qu'elle ne saute à nouveau de mes mains. Madagascar est un endroit spécial pendant la journée. Magique. Mais la nuit, les images et les sons sont quelque chose que je dois absolument partager. Il y a du brouillard, et nous cherchons des grenouilles. Et c'est tout ce que j'entends. Je sais qu'on va les trouver. Nous sommes au parc national Random Fauna, et je suis très excité. Allons chercher des grenouilles. Ceci est une rainette. J'adore vraiment les rainettes. Je fais plein de vidéos à leur sujet, et je garde toutes les espèces que je peux trouver. Mais celle-ci, on ne la trouve pas vraiment dans le milieu des passionnés. C'est une grenouille aux lèvres blanches et yeux brillants. Ce gars-là, juste ici, la façon dont il a penché la tête, il a ses yeux rouges incroyables, un peu comme la rainette aux yeux rouges qu'on trouve en Amérique centrale et du Sud. J'ai fait toute une vidéo ici que vous pouvez regarder à leur sujet. Mais ces grenouilles ont une palmure très différente sur leurs pieds, sur leurs pattes avant, si on veut. Ils ont une sorte d'ergot, comme les chiens, qui sort du coussinet du pouce. J'imagine que ces grenouilles peuvent de grimper sur le verre comme les autres. Elles ressemblent à d'autres grenouilles. Si une rainette blanche et une aux yeux rouges avaient un bébé 2 fois plus petit, il ressemblerait à cela. C'est une des plus grandes grenouilles, et elle s'éloigne en sautant. C'est un adulte. Nous l'avons entendu chanter et savons qu'une femelle est proche. Et je suis vraiment ravi que nous ayons pu voir ce qui est probablement la plus grande grenouille que nous verrons ce soir à Madagascar. Ces expéditions sont tellement amusantes parce qu'il y a plein d'allers-retours, d'apprentissages et qu'on entend des appels venir de la montagne. Voici un caméléon d'Oshognessi. Donc ce que j'ai appris de Bill Strand, je vous recommande vivement de consulter sa chaîne. Il m'a beaucoup aidé avec ses vidéos. Cet animal ici ressemble beaucoup à un caméléon de Parson, sauf qu'il est évidemment beaucoup plus petit. Par exemple, nous n'en avons pas encore parlé. Les caméléons de Parson sont gros comme mon avant-bras. Celui-ci fait un tiers de cette taille. Donc les mâles, celle-ci est une femelle, auront un processus rostral ou, en gros, une corne nasale en forme de double lame. Voilà à quoi ils vont ressembler. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la façon dont il enroule sa queue. Ce n'est pas le seul caméléon à faire ça. De nombreux caméléons ont une queue préhensile, mais la nuit, lorsqu'ils sont au repos, ils ne sont pas actifs. Comme la plupart des caméléons que je connais, c'est une espèce diurne. Donc, cet animal va sortir demain, bouger et se déplacer, à la recherche de proies sur lesquelles il pourra projeter sa langue et la ramener dans sa bouche aussi vite que possible, exactement comme vous l'avez vu dans les films. Pour l'instant, elle essaie de dormir et on la dérange. Je vais aussi embêter son copain, un mâle là-bas. Quoi qu'il en soit, c'est l'un des plus impressionnants et des plus beaux spécimens en captivité. Va-t-elle intégrer le top 5 des meilleurs caméléons en captivité? Abonnez-vous, on en parle la semaine prochaine. La première partie de notre voyage à Madagascar fut un rêve devenu réalité, et le meilleur reste à venir. Cliquez sur j'aime si vous voulez voir les plus grands caméléons du monde. Des geckos sataniques à peau à queue de feuilles, tout un tas de boas, et vraiment la chose la plus magique que j'ai jamais vécue. Libra se sert de nous comme d'une aire de jeu. Je n'ai toujours pas publié cette vidéo. Si vous voulez la voir, abonnez-vous, et dites-le moi en commentaire. Il me reste 9 jours d'images de Madagascar pour une autre vidéo. Madagascar fut un voyage incroyable et je suis heureux d'y être allé. Le prochain endroit est un endroit où je n'aurais jamais pensé aller. Et maintenant que j'y suis allé, je dois absolument y retourner. Je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé de tels animaux à Bali, en Indonésie. N'oubliez pas de... commenter et
va peut-être couper ça. Oh la vache. C'est un cobra cracheur indonésien. Oh, regarde-le. C'est le cobra cracheur sur lequel Dave et moi avons failli marcher. Il a sa coiffe déployée, c'est absolument incroyable. Et ce qu'il fait en ce moment, c'est cracher sur une oie. Je suis un peu trop près de ce type. Mais on a Dave d'un côté, une oie de l'autre. On fait ça car ce cobra peut se retourner et cracher son venin à tout moment. Lorsqu'il projette son venin, il cible vos yeux pour vous aveugler temporairement. Fait intéressant, les cobras cracheurs n'entraînent pas de cécité permanente. Vous pouvez utiliser un liquide bénin comme de l'eau, ou même du lait, mais n'utilisez surtout pas de produits chimiques dans vos yeux pour l'enlever. C'est l'animal le plus incroyable dont je me sois jamais approché d'aussi près. Je n'aurais jamais pensé pouvoir voir un cobra d'aussi près, waouh! Waouh, attends. C'est exactement ce que je dis. Je suis trop près de ce gars. Et s'il me projette son venin, j'en aurai partout. Je pense qu'il vient juste de me rater, mais vous pouvez voir à quelle vitesse ces animaux peuvent se retourner et me faire crier comme une petite fille. Donc je pense qu'on va le laisser ici. Je vais m'éloigner et le laisser dans son habitat naturel, situé à environ 13 pas de ma chambre. C'est ça. C'est peut-être la plus belle chose que j'ai vue, bien que troublante. Ceci est un cobra cracheur. Maintenant, la raison pour laquelle j'étais si nerveux autour de ce serpent, et la raison pour laquelle j'ai filé d'ici, c'est que même s'il ne me mordrait probablement pas, même s'il crachait, ce ne serait pas si grave. Ce n'est pas un élapidé. Contrairement à une vipère à lèvres blanches, cette créature est potentiellement mortelle. Donc, si vous vous faites mordre et que nous sommes au milieu de nulle part, sans assistance médicale, ce pourrait être la dernière fois que vous touchiez un serpent, quand c'est lui qui vous touche. Alors, respectez les élapidés. Leur venin, ce n'est pas une blague, c'est systémique. Cela va circuler dans votre corps et attaquer vos organes. Les cobras cracheurs sont impressionnants. Je suis ravi qu'ils aient pu en voir un d'aussi près. Nous avons trouvé une couleuvre orientale mangeuse de rats dans un buisson ici. Je ne le manipule pas car ils sont très agités, même si celui-ci pourrait me contredire. Ce sont des colubridés, et ils se comportent comme des colubridés, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas comme un python royal. Cet animal ne va pas rester tranquille à regarder un film avec vous. Il va attaquer, souffler et bouger partout. Je veux pouvoir me concentrer pour vous parler de ce magnifique serpent. Maintenant, on trouve ces animaux partout sur cette île, et aussi partout en Asie du Sud-Est, ou des espèces similaires, parce que les couleuvres sont en fait présentes partout dans le monde. Donc cet animal va manger exactement ça, des rats. Ces animaux mangent des rongeurs. C'est un animal adulte. Ce qui est génial, c'est sa magnifique coloration sur la tête et ses écailles au rendu différent du reste du corps. Il y a aussi une légère iridescence au soleil. C'est vraiment l'un des serpents les plus impressionnants découverts ici à Bali. Nous y voilà, premier jour à Bali. Et la première chose que nous allons faire, c'est aller chercher un cobra royal. En ce moment, j'ai un drone pointé sur un nid. Ce nid est dans le cadre en ce moment. C'est exactement ce que vous voyez pendant que je parle. Et nous essayons de trouver ce cobra. Et il doit être quelque part par ici. Parce que le truc avec les cobras, c'est qu'ils ont cet instinct maternel. Et ça veut dire que tout comme les crocodiles et les alligators, ils vont farouchement protéger le nid. Donc, nous avons une équipe de personnes ici. Et nous devons être très prudents parce que si cette mère veut protéger son nid, c'est un animal très rapide, très grand, et ils n'ont pas peur d'attaquer. Soyez donc respectueux envers ce serpent et venez, cherchons un cobra royal dès notre arrivée en Indonésie. On dirait le premier jour. Oh. Eh bien, notre Bigfoot, mais quelle différence? Oui, c'est vrai. Bigfoot, les cobras royaux et moi avons les mêmes phéromones. Tu vois? J'ai trouvé ça génial et j'ai demandé à ces gars de sortir ce serpent du nid. On ne va pas la déranger longtemps. C'est un très grand cobra royal femelle adulte. Elle a pondu des œufs il y a environ 1 mois. Et maintenant, elle couve. On l'a sortie du nid situé entre ces pousses de bambou, qui sont en réalité des arbres de bambou. Dave filme de ce côté, face à elle.
Je garde mes distances car cet animal est grand et possède des crochets fixes. Ce serpent est très rapide. Il n'a aucun problème à venir vers vous la gueule ouverte et les crochets bien en avant. Et si vous vous faites mordre par une de ces bêtes aussi loin dans la jungle que nous sommes, c'est fini. Rideau, c'est terminé. Il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Donc je reste aussi loin que possible. Et je suis avec l'un des meilleurs attrapeurs de serpents au monde. Et nous allons faire une vidéo entière. Sur pourquoi ce monsieur fait ce qu'il fait, même si son frère n'est plus là parce que... À cause de cet animal. C'est inutile. Nous avons le meilleur attrapeur de serpents au monde qui le tient. Et je le tiens juste histoire de le tenir. J'ai toujours voulu chatouiller la queue d'un cobra royal. Il n'est pas assez proche de moi, enroulé autour de cet arbre. Je partirai s'il s'approche. Dave Kaufman est aussi avec nous. Et Dave, toi aussi tu as chatouillé ce serpent. Oui, absolument. Sur ses fesses? Qu'est-ce que tu as ressenti en touchant ses fesses? C'est indescriptible. J'ai manipulé des milliers et des milliers de serpents partout dans le monde. Mais quand tu sais que tu es en train de toucher et de sentir un cobra royal sauvage, il n'y a aucune sensation comparable au monde. C'est intéressant parce que je tiens cet animal. Je tremble presque. Oui. Et cette créature me regarde directement. Je n'aurais jamais pensé que je me sentirais en sécurité en la touchant. Mais quand tu as une équipe comme Bali Reptile Rescue et ces personnes autour de toi... Qui maîtrisent parfaitement leur sujet, c'est une expérience surréaliste que je n'aurais jamais imaginé vivre. Pour être clair, on ne fait pas cela juste pour le plaisir, ou pour vous montrer une vidéo impressionnante. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est que dans ce pays, si nous sommes près du terrain de quelqu'un, d'un agriculteur ou autre, si Bali Reptile Rescue ne vient pas lorsqu'on les appelle pour récupérer ce serpent, il sera décapité. Ils détruiront le serpent. Ils détruiront le nid. Donc, afin de préserver l'espèce, il faut autant de données que possible. Et c'est exactement ce qu'ils font ici. La raison pour laquelle ils attrapent la tête de cette façon, c'est parce qu'on doit mesurer le serpent. La seule façon sûre est d'attraper le serpent avec ses gants anti-morsure. Encore une fois, c'est le meilleur manipulateur de cobra au monde. Nous allons déterrer ce nid, et nous allons incuber ses œufs ailleurs, parce que si nous ne le faisons pas, quelqu'un va mettre le feu à ce nid. Nous allons déplacer ce serpent dans un lieu sans humain, où personne ne pourra le détruire. Je parie qu'on aura 30 œufs. On fait des suppositions. Dave, c'était quoi ta supposition? Je vais dire 25. Donc, on va dire 25 pour Dave, 30 pour moi. Celui qui sera le plus proche pourra décider de la punition. Le plus proche décidera de la punition. D'accord, c'est juste. Très bien, ça marche. Il vaut mieux qu'il y en ait 25 là-dedans. Il y a 30 œufs là-dedans. Donc, c'est l'œuf numéro 17. Je suppose 30, il en reste beaucoup. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend ces œufs, et comme à la maison avec un œuf de python royal, on le prend exactement là où il est. On ne le bouge pas. On le remet dans ce tas de feuilles, exactement comme ça. Et parce que l'embryon, si vous le retournez, il peut en fait se noyer dans le liquide amniotique. Il pourrait se noyer. Donc maintenant, j'en ai mis 17 ici. Je vais échanger ma place avec Dave pour que Dave puisse en profiter, parce que franchement, c'est la chose la plus incroyable qui soit. Je touche des œufs de cobra dans la nature, en Indonésie, avec mes doigts. C'est la chose la plus folle que j'ai faite. Ensuite, on va les prendre et les incuber artificiellement. Nous allons prendre la maman, et nous allons la mettre à l'ouest, là où il y aura très peu d'humains, et très peu de risques que quelqu'un détruise cet animal. Au bout du compte, on essaye de s'assurer qu'on puisse faire proliférer l'espèce autant que possible. Et avec beaucoup de cobras royaux, viennent aussi beaucoup de manchots. C'est incroyable ce que Bali Reptile Rescue fait. Dave, viens ici mon pote. Derrière moi, vous pouvez entendre les vagues de l'océan s'écraser. Et à ma gauche, il y a des centaines, des milliers de chauves-souris. Et lorsqu'elles sortent, les pythons réticulés vont les happer grâce à leurs très longues dents et à leur longue portée. C'est ici que l'on trouve des pythons réticulés en Indonésie, sur l'île de Bali. J'ai tellement de chance d'être ici. Regardons ces chauves-souris. Maintenant, le soleil a complètement disparu. Et quel magnifique coucher de soleil c'était. Il n'y a plus de lumière, à part celle artificielle de Dave que j'apprécie. Et aussi, c'est bien parce qu'il fait office de perche, puisqu'il est à 2,50 m du sol. Donc c'est parfait. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer. Parce que si vous regardez juste ici, ce sont des pythons réticulés, à l'état sauvage. Ce sont de véritables pythons réticulés. Ceux dont vous m'avez vu parler chez Garrett à Pittsburgh, et ceux dont je vous ai parlé dans les vidéos du top 5. Mais ici à Bali, juste à côté de l'océan,
Ils sont dans une grotte, surmontée d'un temple, l'endroit le plus magique où je sois jamais allé. Dave et moi allons nous faire arroser de crottes de chauve-souris, et regarder les pitons réticulés manger les chauves-souris. Robin est là aussi, non? Robin est là-dedans. D'accord, allons voir. Et maintenant, il va y avoir un Dave et un Adam là-dedans. Alfred sera juste là. C'est pour ça que je suis venu ici. Sur cette île, il y a une seule vipère à fossettes comme celle-ci, et c'est une vipère à lèvres blanches. Ce qui est intéressant avec ces animaux, c'est qu'ils restent petits, même adultes, et n'ont pas besoin d'être grands. Ces animaux vont manger de petits rongeurs, et ils ont un venin en eux, qui même s'il n'est probablement pas mortel pour l'homme, me pousse à garder mes distances par respect pour le serpent, car je ne veux pas qu'il me morde. Il a des fossettes, d'où son nom de vipère à fossettes, ce qui lui permet de détecter ma chaleur. Donc je reste suffisamment loin pour que, si jamais il pensait que j'étais de la nourriture pour une raison quelconque, ou s'il s'intéressait à moi, je ne sois pas assez proche de lui. Il a cette incroyable queue rouge, il a cette couleur verte magnifique, et bien sûr, les lèvres blanches. C'est pour ça qu'on l'appelle la vipère à lèvres blanches. Avec ce type de serpent, il ne faut pas faire les soins habituels comme envelopper la blessure ou empêcher la propagation du venin. On veut que ce venin se propage car il est nécrosant. Cela signifie que, comme on le voit sur des photos de morsures de serpents, le pouce ou la main noircit à cause de la nécrose. Donc cet animal va essentiellement tuer les tissus avec le venin près du site d'injection. Donc vous voulez que le venin se propage autant que possible pour s'éloigner de cette zone tissulaire, parce qu'il ne va pas autant endommager vos reins, votre cœur, vos poumons ou d'autres organes comme le ferait un élapidé. Donc un traitement très différent pour un serpent comme celui-ci. Ce que nous avons trouvé ici avec Dave Coffin, qui était mon gars pour tenir la queue ici, c'est un serpent liane. Alors, la particularité des serpents lianes asiatiques, c'est qu'ils sont légèrement venimeux, mais ils ont des crochets à l'arrière. Donc ça veut dire que je ne suis pas trop inquiet de me faire mordre, mais en même temps, je n'aime pas me faire mordre par des serpents, et ce serpent n'a pas envie de me mordre. La seule raison pour laquelle il est dans cette posture en ce moment, c'est parce qu'on le tient comme ça. Nous l'avons trouvé dans un arbre. Et quand je dis nous, je parle des guides que nous avons, parce qu'il est presque impossible de trouver ces serpents. Ils sont très bien camouflés dans les arbres. Je n'ai jamais vu un serpent liane aussi grand. En captivité, ils sont rarement aussi grands. Leurs yeux sont particulièrement fascinants. Vous avez vu le même, les yeux sceptiques du serpent. C'est exactement ce serpent-là. Ces serpents vont manger des grenouilles. Ils vont manger des lézards. Donc ils n'ont pas de fossettes thermosensibles comme on en voit chez les pitons ou ce genre de serpents. Ils ne recherchent pas la chaleur. Ils n'en ont pas besoin. Et ils sortent leur langue de façon assez droite, ce qui est vraiment intéressant. Et ils ont l'air vraiment menaçants. Au final, ce sont juste de vraies crèmes. Alors, qu'est-ce qui s'éloigne de moi? C'est un serpent à dos de bronze, ou comme Dave disait, le serpent jamais bredouille, car on en trouve toujours. Ils ne sont pas venimeux, mais je n'ai pas envie d'embêter ce gars plus longtemps. On l'a déjà dérangé, et il était dans un arbre. C'est sûrement un des serpents les plus cool de l'île. Voilà, c'est pour ça que j'amène Dave. Je vais utiliser ma main de serpent. Ces serpents sont des mangeurs de lézards, ce que je trouve cool, surtout avec des espèces comme les pitons. On évoquait plutôt les pitons dans la grotte à chauve-souris sans Batman. Ceux-ci n'ont pas de fossettes thermiques et sont des colubridés. Ces animaux vivent dans les arbres. C'est là qu'on a trouvé ce gars. Quelque chose que je trouve vraiment cool avec ce dos très cuivré. Même s'il est en train de muer, comme l'a dit Dave, il a quand même ce type de coloration incroyable. C'est l'un des serpents les plus cool de Bali. Un peu comme une couleuvre rayée d'Asie du Sud-Est. On les trouve presque partout. En Indonésie, ces couleuvres rayées sont parmi les choses les plus cool. Elles sont très communes, mais uniques. Une sorte de couleuvre rayée d'Asie du Sud-Est. Et la raison? Eh bien, c'est qu'on les appelle les couleuvres indonésiennes. Elles ont un motif similaire, un aspect similaire. L'iridescence, la façon dont elles brillent, c'est un peu différent selon moi. Et elles ont aussi un régime alimentaire similaire. Elles mangent des lézards et des grenouilles. Elles sont principalement terrestres. Elles chercheront leur nourriture au sol. Inutile de regarder dans les arbres. Vous les verrez facilement avec une lampe, brillante près de vos bottes. Et le truc sympa, c'est qu'on m'a dit qu'elles ne mordent jamais. Mais vous savez que je touche du bois, parce que quand on dit ça, c'est là qu'on se fait mordre par des serpents. Mais pas celui-ci. Il s'appelle Frank, et c'est mon ami. Nous allons le relâcher maintenant. Ce que nous avons ici, c'est une nouvelle prise. Dave passait juste par là. Youpi. Et c'est ça avec les pitons réticulés, quoi, ces animaux. Même s'ils semblent loin de vous. Ils sont longs. C'est le serpent le plus long du monde entier. C'est exactement le même serpent que nous avons trouvé dans cette grotte. La seule différence, c'est que celui-ci est à 60 cm de moi. Et s'il veut m'attaquer,
il le peut. Donc je dois être prêt à reculer. Et ces animaux, même s'ils ne sont pas venimeux, ils peuvent vous lacérer parce que leurs dents n'ont pas la même forme que celles des pythons birmanes. Bien que vous trouviez des pythons birmanes sur cette île, les pythons réticulés, plus élancés, sont davantage arboricoles. En captivité, ils existent sous de nombreuses formes. Dans la nature, ils ont une coloration impressionnante, des motifs cool et des dents triangulaires. Si vous ne suivez pas leurs morsures, ils peuvent vous arracher la chair, ce qui est très douloureux. Cet animal ne veut pas me blesser, juste se protéger. Et comme je représente une menace pour lui, il représente aussi une menace pour moi. Et ça fonctionne parce que je n'ai pas envie de me faire mordre par ce gars, et lui ne veut pas se faire manger par moi. C'est l'une des expériences les plus incroyables que j'ai jamais vécues dans la nature en cherchant des reptiles ici à Bali, en Indonésie. Regardez cet animal juste ici. Donc me voilà en train de tenir un serpent venimeux sans crochet. Enfin, plus ou moins. C'est un serpent venimeux à crochet postérieur. C'est un boiga à dents de chien. On les appelle ainsi car leurs dents ressemblent à celles d'un chien, sans en être vraiment. Elles ressemblent un peu à des dents de chien et ont des crochets postérieurs venimeux. Donc c'est très similaire, par exemple, à un serpent à nez retroussé, mais encore plus à un serpent mangrove, qui vit dans des zones très similaires à celles où nous sommes actuellement, en Asie du Sud-Est. Ils sont placides, ils sont magnifiques. La seule raison pour laquelle ils pourraient vous attaquer ou vous agresser, c'est parce qu'ils veulent s'éloigner de vous. Et c'est un parfait exemple de la façon dont les serpents se comportent si vous les traitez avec douceur et respect. Je te parle, Katz. C'est parti. J'espérais trouver plus gros, mais c'est un varando asiatique. Croyez-le ou non, on a trouvé ce petit dans ce parc d'attractions abandonné. En gros, dès qu'on est entré, juste derrière moi, il y a une sorte de petite flaque d'eau. C'est de l'eau de pluie qui est restée piégée ici pendant des années et des années. Ce petit gars cherche sûrement des mollusques, poissons ou tout ce qu'il peut manger ici. Il était minuscule et très mignon. On l'a juste ramassé. Croyez-le ou non, cet animal atteindra sûrement plus de 2 mètres adulte. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle, mais ce n'est pas important. On ne la gardera pas. Je l'ai ramassée pour vous la montrer. Mais j'ai l'impression qu'en continuant à chercher en Thaïlande, on en trouvera de plus grandes encore. Alors je vais relâcher ce gars exactement là où je l'ai trouvé. Et on devrait lui donner un nom. Comment devrait-il s'appeler? Gascus? Hector. Hector? Avez-vous un Hector? Peut-être un Hector. Je n'ai pas entendu de prénom de fille. Alors Stella, le varan aquatique. Je pense qu'il est temps pour toi de partir. On va juste prendre quelques photos ici, peut-être quelques clichés, et ensuite tu reprendras ta route. D'accord, Stella. Ravi de t'avoir rencontré. Ma belle. Voilà ma belle. Et la voilà qui part. Regarde-la nager. Elle ressemble à un petit alligator, trop mignonne. Au revoir. Alors, on a trouvé cette vipère à fossettes hier soir. Et je trouve ça vraiment cool qu'elle rampe un peu partout ici. Et c'est plutôt chaud par ici. Et les moustiques salés sont incroyables. Mais ça, c'est une vipère à lèvres blanches. Elle est verte et elle a cette queue rouge, exactement comme on en a parlé hier soir. La raison, c'est qu'elle va l'utiliser comme leurre caudal. Donc elle va le faire bouger un peu et elle va manger sa proie parce que la proie va être attirée par ça, comme par un leurre. Donc on va relâcher ce gars-là. On l'a trouvé simplement sur le sol, dans un tas de feuilles, ou plutôt juste au-dessus du sol sur une branche. C'est là qu'il dorme pendant la journée parce que c'est un animal nocturne. Donc il va sortir dans environ 2 heures. Mais d'ici là, je vais le relâcher. Alors, allons trouver une belle branche pour lui. Peut-être quelque part par ici, une liane. Et on va le remettre à sa place. Et pour moi, ce qui est le plus amusant avec ces serpents, c'est qu'on peut les toucher et les tenir, ou les tenir à distance quand il s'agit de serpents venimeux comme les vipères. Ils ne te tueront pas, mais ils peuvent te gâcher la journée et causer une nécrose à l'endroit de la morsure. À la fin, tu peux les remettre à leur place. C'est ainsi que j'aime chasser les serpents. Ça ne sert à rien de les tuer. Il faut s'assurer qu'ils perpétuent l'espèce. Et pour ça, il suffit de les remettre exactement là où tu les as trouvés, même si tu te prends des branches dans la figure. Je suis en train de me faire dévorer vivant. On ferait mieux de filer d'ici. C'était l'une des choses les plus incroyables que j'ai vues. On part d'ici car on se fait dévorer vivant. J'ai trouvé ce que je cherchais. Un bongar malais, un élapidé. Chez la plupart des élapidés, les morsures sont graves, mais aucune ne l'est autant que celle de ce serpent. Un cobra va t'injecter beaucoup de venin, surtout un cobra cracheur ou royal. Mais avec les bongars, le taux de survie est très faible. Tu voudras aller à l'hôpital tout de suite, mais ce sera de toute façon un très mauvais moment.
La différence, avec une morsure de bon garde malais, c'est qu'il n'y a pas de gonflement ni de douleur. Tu ne mettras pas de glace, ou tu n'en auras pas besoin, ou tu ne sauras pas que c'est nécessaire si tu ne t'en rends pas compte. Si tu te fais mordre par un cobra royal, tu vas savoir qu'il va y avoir de la douleur, un gonflement localisé, des saignements. Et c'est aussi pour ça que les bongards sont si dangereux. Très souvent, ils vont ramper dans la maison de quelqu'un ou dans la tente de quelqu'un, les mordre pendant qu'ils dorment. Ils ne se rendent même pas compte de ce qui se passe avant qu'il ne soit pratiquement trop tard. Bon, c'est anecdotique, bien sûr. Et il y a plein de façons différentes d'éviter de se faire mordre, comme le respecter en utilisant un objectif zoom et en s'éloignant rapidement, parce qu'ils vont te mordre si tu t'approches trop. Respecter les bongards, mais c'est une des espèces les plus fascinantes que j'ai trouvées. Ici, à Bali, c'est la fin. Quel voyage incroyable. Bali, en Indonésie, a été l'un de mes lieux favoris pour l'herpétologie en raison de la diversité et de l'originalité des espèces. Trouver un cobra royal dans la nature est absolument magique. Mais si vous voulez trouver le plus grand nombre d'espèces exotiques, y compris des vipères, des grenouilles arboricoles, des crocodiles et des choses que je n'aurais jamais cru voir de ma vie, il faut aller au Costa Rica. C'était ma première aventure d'herpétologie. Ce n'est un secret pour personne que j'adore les dendrobates, et j'en ai plusieurs. Mais cette espèce-là, c'est une espèce de phyllobates. Vous voyez les menthes que j'ai chez moi. Celle-ci, on l'appelle souvent la grenouille fléchette, adorable, et c'est l'une des espèces les plus toxiques. Ce n'est pas quelque chose que vous voudriez manipuler, et encore moins ingérer. Et c'est pour cela qu'elle est si vivement colorée. Elle est si fortement pigmentée sur le dessus de ses bras et de ses pattes. Et cela, avec une bande dorsale. La bande jaune sert à dire aux prédateurs de rester à l'écart, de ne pas me manger. Sinon je vais complètement gâcher votre journée. Encore une fois, en captivité, si vous en gardez, elles sont complètement inoffensives parce qu'elles obtiennent leur poison à partir des insectes qu'elles mangent dans la nature. Donc ici vous ne trouverez pas ces insectes. En captivité, vous leur donnerez des mouches des fruits, différents de leur alimentation naturelle. Les phyllobates comptent parmi les espèces les plus toxiques au monde. Celles-ci, moins dangereuses que la terribilis. Mais vous verrez des mintes, des blackfoot et d'autres. Ces espèces existent seulement au Costa Rica, côté Caraïbes. Si vous allez un peu plus au sud et un peu plus à l'ouest, vous ne trouverez pas cette espèce de grenouille dendrobate. Et c'est pour ça que je trouve ça génial. Et c'est aussi pour ça que je viens de me faire mordre par quelque chose. C'est pourquoi c'était l'un des amphibiens à trouver absolument lors de cette expédition. Une grenouille vraiment cool. Ceci est un lézard nocturne. C'est l'un des lézards dont j'ai parlé il y a très longtemps. Et on m'a dit que je n'en verrais jamais. Ils sont très rares. On n'en voit pratiquement jamais en captivité. Mais en trouver un dans la nature, même s'il n'est pas adulte, c'est vraiment génial. Ils ont une morsure redoutable, donc je vais rester bien loin de cette créature. Ils peuvent perdre leur queue, ce qui m'agace un peu, mais de toute façon je ne vais pas le toucher. Regardez juste ce magnifique lézard. On les trouve pratiquement partout. Vous allez les voir dans les arbres. Vous allez aussi les trouver sur des morceaux de bois comme celui-ci. Leur visage ressemble presque à celui d'un crocodile, et leur dos aussi. Rien que les bosses dessus, cette sorte de piquant sur la queue, et aussi la façon dont leurs doigts s'agrippent aux arbres, c'est incroyable. Et regardez les taches jaunes, un lézard nocturne à taches jaunes. C'est l'une des choses les plus incroyables que je n'aurais jamais pensé trouver de toute ma vie. Je suis super content d'en avoir trouvé un. Vraiment génial. Et regardez un peu ces yeux de dingue. Incroyable. Comme un homme. Oh, je sais ce qu'il dit. C'est un homme qui tient à ses doigts. Ouais, je sais. Je commençais à être nerveux. J'ai failli perdre mon pouce. Ouais. Le tien est petit, mec. Frérot, c'est impoli de dire ça. Ici, c'est Tufaga pumilio, une grenouille rouge aux pattes bleues. On dirait qu'elle porte un jean et saute loin de moi. Nous nous regardons dans les yeux. Donc celle-ci, tu ne voudrais pas la toucher parce qu'on ne touche pas les grenouilles. Mais tu ne voudrais surtout pas avoir ce truc dans les yeux, la bouche, le nez ou quoi que ce soit comme ça. Parce qu'en captivité, cette grenouille serait complètement inoffensive. Mais dans la nature, ce serait vraiment pas agréable d'avoir cette chose dans tes orifices.
C'est bizarre à dire dans la vidéo. Je veux dire qu'il faut faire attention aux dendrobates, présents au Costa Rica et au Nicaragua. Et puis si tu descends jusqu'au Panama, ils sont complètement bleus, tu peux en trouver différentes variétés. Une grenouille vraiment cool. C'est à peu près la taille qu'elles atteignent. C'est l'une des espèces de dendrobates les plus impressionnantes. Ouphaga pumilio. Sensation intense. Je ressens. J'ai l'impression d'avoir caressé un chien aujourd'hui. Ouais. J'ai pu m'asseoir très près de 2 autres gars en sueur, c'était amusant. Et j'ai vu une rivière propre se jeter dans une rivière sale. Et maintenant, on dirait que je bois de l'eau d'une rivière sale. Mais ça a bon goût. C'est délicieux. Et aujourd'hui a été une journée fantastique. Chercher des reptiles et des amphibiens au Costa Rica de jour, c'est une chose. Mais il était maintenant 6 heures, le soleil vient de se coucher. Et nous sommes prêts à aller chercher des animaux incroyables la nuit après avoir marché pendant environ 3 heures. Il existe des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'espèces d'insectes en Amérique centrale et du Sud. Celles que j'attendais le plus de voir étaient les fourmis coupe-feuilles. Celles-ci montent et descendent l'arbre, prennent de petits morceaux de feuilles, les découpent avec leurs mandibules et les ramènent là où elles vivent. Et elles vont prendre une précaution particulière pour s'assurer qu'il n'y a rien sur cette feuille qui pourrait nuire à leur tanière, leur nid, peu importe comment vous voulez l'appeler. Elles ont ainsi une sorte de garde du corps sur la feuille pour empêcher le retour des passagers clandestins au nid. Une méthode très sophistiquée, vraiment géniale, comme la marche des fourmis. C'est un souvenir d'enfance en regardant des documentaires sur la nature. Être ici maintenant, c'est incroyable. Je n'aurais jamais imaginé cette opportunité. Les fourmis coupe-feuilles sont impressionnantes. Vous savez que j'adore les ognos. C'est sur eux que j'ai basé toute la chaîne au début. Celui-ci ressemble un peu à un serpent ognos, mais c'est une vipère à fossettes. Voici la vipère à fossettes ognos. On la trouve au Costa Rica. Elles ne sont pas toujours aussi petites. Elles peuvent atteindre, eh bien, environ 1 mètre. Parmi les 17 espèces de vipères à fossettes au Costa Rica, celle-ci m'intéressait particulièrement à cause de son nom. J'avais hâte de la voir. En fait, je n'avais jamais entendu parler de ce serpent auparavant, mais il est vraiment cool. Ce que nous avons ici, c'est une caméra hors service, et aussi un serpent mangeur de limaces. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos top 5. C'est un serpent inoffensif, très fascinant avec un corps mince et de grands yeux rappelant ceux d'un chat. C'est vraiment l'un des serpents les plus impressionnants du Costa Rica. Ce que nous avons ici, c'est ce que je suis venu voir. C'est un fer de lance. L'un des serpents venimeux les plus impressionnants au monde. Et ce n'est peut-être pas le serpent le plus venimeux que vous trouverez au Costa Rica. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui s'est fait mordre par quelque chose de venimeux, ça va lui gâcher sa journée. Il y a de fortes chances que ce soit un fer de lance. Ils sont courants. Ils mordent les gens plus que n'importe quel autre serpent au Costa Rica. C'est l'un des serpents les plus impressionnants. J'espère en voir un plus gros, car celui-ci est loin d'atteindre leur taille maximale. Qu'est-ce qui se passe? Mike est tombé dans la forêt et on aurait dit qu'un arbre tombait. Oui. Ensuite, on a trouvé plein de serpents. Et maintenant, on essaie d'en convaincre un de descendre par ici. Et ma batterie est morte, donc merci de filmer ça. Et j'ai perdu ma lampe de poche. Tu as vraiment perdu ta lampe de poche. À part tomber, je vais bien. Super première journée. Dehors. C'était une fourmi-balle. Elle était sur ton pied, au fait. Elle était sur mon visage. En plein dans ta face. C'était sur mon visage, mais elle ne m'a pas piqué. Je suis sûr qu'on l'aurait su. Oh la vache, magnifique. Quand on pense au Costa Rica, généralement, quelques animaux nous viennent à l'esprit. Vous savez, les paresseux, etc. Mais la rainette aux yeux rouges. C'était ça. Vraiment ? Ça va? Mon truc de pêche ou quelque chose comme ça. Tu vas bien? Qu'est-ce que c'était? Sans doute une fourmi-balle de fusil, poilue et dure. Tu filmais, hein? Ouais. Juste là, c'était ça. Ouais. Oh, juste là. Je suis tellement content d'avoir des balles en caoutchouc cette fois.
Oh là là. Ici, c'est un sentier sympa avec plein de choses cool, mais comme tu viens de le voir, ce soir le thème, c'est tomber. Le premier à tomber doit se faire piquer par une fourmi balle de fusil. Et Mike n'est pas immunisé contre ce défi. Toute la nuit, on entend les appels des rainettes aux yeux rouges, mais sans en voir. Ici, on trouve cependant de vrais œufs de rainettes aux yeux rouges. Donc, il faut moins d'un mois entre le moment où ils sont pondus sous une large feuille et le moment où ils deviennent des têtards, puis ils vont tomber dans une flaque, un ruisseau ou peu importe ce qu'il y a en dessous, et ensuite ils vont devenir des têtards, puis des petites grenouilles, et enfin des rainettes aux yeux rouges. Quand on pense aux rainettes, c'est sans doute la grenouille la plus emblématique du monde. La rainette aux yeux rouges. Nous avons vu une masse d'œufs, sous une large feuille, exactement comme celle-ci, à 3 mètres d'ici il y a 45 minutes, et nous en avons trouvé une. Elles sont abondantes, au Costa Rica. Et même si c'est la fin de la saison des pluies, vous pouvez voir ces petites bêtes à peu près partout. Vous entendez leurs cris. Le camouflage est absolument incroyable. Trouver l'une de ces grenouilles dans la nature fait rêver tout le monde. Être au Costa Rica depuis moins de 12 heures et déjà voir l'une des grenouilles les plus fascinantes, sans doute la rainette la plus répandue comme animal de compagnie. La rainette aux yeux rouges. C'est vraiment exceptionnel. Nous avons des guides pour l'excursion, c'est génial. Ils font des bruits, je me demande pourquoi. Ils cherchaient cette grenouille ici, une espèce du type Crusioila ou apparenté. Vous les connaissez peut-être sous un nom commun, comme la rainette ou grenouille arboricole à pattes de tigre. C'est une espèce très intéressante, avec un appel unique. C'est génial de pouvoir les appeler, et qu'elles répondent. C'est intéressant de les voir près du sol, alors que cette espèce vit surtout dans la canopée. Je n'arrive pas à croire que j'ai vu cette grenouille. Voici un serpent œil de chat, c'est vraiment génial. Ce sont des serpents à crochet postérieur, dont on parle souvent sur la chaîne. Celui-ci a quand même de quoi faire un peu mal. Si vous vous faites mordre par celui-ci, vous allez passer une mauvaise journée. Peut-être pas au point de ruiner votre vie, ou de perdre un membre. Je pense vraiment que ce serpent fait partie des plus impressionnants. Vous allez le trouver près des points d'eau, comme ici, et c'est parce qu'il mange des amphibiens. Eux aussi ont faim. Il y a un bassin juste là-bas. Il y a des têtards partout. Des têtards signifient la présence de grenouilles. Ce soir, il mangera peut-être bien. Ne me mange pas au petit déjeuner, mec. Je prends du pain grillé et des œufs. C'est très éclectique. Tu peux seulement... Trouvez ça au Costa Rica. Seulement du côté Caraïbes. Seulement du côté Est. C'est assez vallonné. J'ai dit, attends. Du côté Caraïbes, on trouve du pain blanc avec du beurre et des œufs de vraies poules. Je suis enthousiaste et très reconnaissant de manger ce repas. Et j'espère que quand on rentrera à la maison, on pourra trouver un endroit qui sert aussi des repas comme celui-ci. Espérons-le. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai des fourmis dans mon pantalon et mes chaussettes. Oh mon Dieu. Oh là là. Ok les gars. Adam était littéralement juste debout à cet endroit avec toutes ces fourmis. Et aucun oncle, pas un seul. Je pensais qu'ils auraient été plus amicaux, je suppose. C'était affreux. Je me sentais mal. Oui, c'était tout un nid de fourmis-balles qui tiraient avec des armes. Elles avaient toutes des armes. Bang rapide. Bang. De la violence sur mes jambes au Costa Rica. Nous avons un sentier derrière nous ici. Et d'après ce qu'on m'a expliqué, il y a des peuples indigènes. Nous allons entrer dans un parc fermé. C'est une propriété privée. Et au-delà de la rivière où nous allons, c'est un territoire entièrement indigène. Donc, comme vous le trouveriez en Amérique du Nord ou ailleurs, pas de chasse, pas d'agriculture, pas d'infrastructure, rien du tout. Cela appartient à ces peuples. Et ils utilisent ce sentier juste derrière moi ici pour aller à une tyrolienne, puis traverser la rivière en tyrolienne afin d'arriver là où ils sont. Ils utilisent la tyrolienne pour revenir quand ils ont besoin de médicaments, de nourriture, de produits comme ça. Ensuite, ils rentrent chez eux en tyrolienne. C'est vraiment cool, très intéressant, et ça ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu auparavant. Donc, on marche sur un sentier, et on voit un visage très familier, une tête au nez en forme de pelle. Hier soir, on a trouvé une de ces vipères à fossettes, au nez retroussé, et on en a trouvé une autre, presque de la même taille. La coloration est un peu différente. Je ne sais pas si c'est à cause du jour ou simplement l'apparence de cet individu. Ce qui est vraiment cool avec ceux-ci, même s'ils peuvent atteindre 1 mètre ou plus, c'est que cet animal, dont j'ignore l'âge, semble prospérer et a une très bonne taille. Il semble bien hydraté, même s'il a fait un peu sec au Costa Rica, là où nous sommes actuellement. Une espèce vraiment fascinante, très polymorphe également.
On en trouve des jaunes, des rouges, et aussi une sorte de couleur brune avec un dos jaune comme celui-ci. C'est l'une des espèces les plus impressionnantes que j'ai vues, et approcher une vraie vipère à fossette, pour moi, c'est un rêve réalisé. Les vipères à nez retroussé sont impressionnantes. Bellitoglossa. C'est un type de salamandre qui a un pied un peu comme celui d'un gecko. C'est vraiment impressionnant à voir, surtout en pleine journée. Je l'ai trouvé sur ce rocher. Il vient de pleuvoir, donc il y a de la mousse ici. C'est très humide. Et comme toutes les salamandres sont des amphibiens, elle absorbe l'humidité à travers sa peau. La façon dont elle me regarde en ce moment et s'approche de moi, je n'arrive même pas à exprimer à quel point c'est génial. Non seulement elle a des pieds de type gecko, mais c'est aussi une salamandre à tête crêtée. Sa tête présente presque un motif triangulaire et une texture très différente. Les yeux sont fendus sur le côté. Ils ont l'air super cool. Et au fait, elle peut projeter sa langue comme un caméléon. C'est la chose la plus cool que j'ai jamais vue. Le Costa Rica, on y trouve plein de choses géniales. Les Bellitoglossa, ou salamandres à tête crêtée, sont sans doute les animaux les plus uniques que j'ai vus. D'accord. Donc, 3e nuit à chercher des reptiles et des amphibiens dans les jungles du Costa Rica, du côté Caraïbe, donc à l'est du pays. Ça, juste ici. Dactyloa frenada, c'est en gros un énorme anolis. Et quand je dis énorme, il peut devenir 2 fois plus grand que celui-ci. Donc en voir un aussi immobile, c'est magnifique. Je savais qu'on en verrait quelques-uns, ou du moins je l'espérais. Je sais qu'ils ne sont pas très rares, mais les voir éblouis par la lumière et rester là, c'est incroyable. Ils mangent des insectes et autres. J'espère qu'on le laissera finir sa nuit, et qu'il trouvera à manger, avant de devenir lui-même une proie. En regardant des documentaires sur la nature quand j'étais enfant, l'une des choses les plus fascinantes pour moi, c'était de savoir comment ils trouvent les animaux en train de se reproduire. Comment font-ils pour tomber sur ces animaux au moment où ils se retrouvent? Surtout les grenouilles quand elles chantent et s'accouplent. Nous avons trouvé des grenouilles de verre. Des grenouilles de verre de Valerio. Juste au-dessus de ma tête, il y a une feuille. Juste en dessous, il y a une rivière. Et ce que vous voyez ici, c'est un mâle grenouille sur une femelle grenouille. Il se tortille. Il essaie de la stimuler pour qu'elle ponde des œufs afin qu'il puisse les féconder. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait 2 autres mâles et qu'ils étaient aussi en compétition avec leur chant. Ils se disputaient pour pouvoir être le père de la prochaine génération. Après l'éclosion, les têtards tombent dans la rivière et deviendront grenouilles. C'est une expérience unique que je ne verrai jamais autrement. Par chance, nous les avons vus après les avoir entendus et avoir levé les yeux. Les grenouilles de verre sont incroyables. Je dirais donc que ça fait environ 1h30, peut-être 2 heures qu'on marche. J'ai posé mon sac pour me reposer. Mais on a vu des animaux incroyables. Nous avons vu des scorpions fouets, de grandes araignées pêcheuses, ainsi que des animaux incroyables, serpents, lézards et grenouilles de verre. Maintenant, on va essayer de trouver peut-être quelque chose de venimeux, quelque chose de plus excitant, quelque chose d'incroyable. Allons le chercher. Ce que nous avons ici, c'est une espèce de Diploglossus. C'est un galliwasp, c'est ce que c'est. C'est comme ça que vous allez le connaître. Vous allez les trouver au sol, exactement comme celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les trouve généralement le jour, car ils sont diurnes, dans les forêts. On va les trouver dans plusieurs régions du Costa Rica, surtout là où nous sommes maintenant, c'est-à-dire du côté est, le côté Caraïbe. Vous allez voir ces animaux manger des petites proies comme des insectes. Vous pouvez les trouver sous des feuilles, comme celle-ci. Mon ami Diane Reptiliatis vient d'en parler dans sa vidéo. Il l'a littéralement découvert en soulevant la feuille, et c'est là qu'il l'a trouvé. On a entendu du bruit au sol, et dès qu'on a soulevé la feuille, il était là. Une espèce vraiment fascinante. Les galliwasps sont quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, parce qu'ils sont discrets. Ils sont difficiles à trouver, et plutôt rares, mais le voilà juste devant moi. Ce que nous avons trouvé ici, c'est exactement ce que nous étions venus voir. Peu de gens ont vu un Basiliscus plumifron d'aussi près en personne. Les yeux de cette créature ressemblent à ceux d'un dragon. La collerette de cette créature, qui est une crête sur sa tête descendant tout le long de son dos jusqu'à sa queue, lui donne l'apparence d'un dragon. Je ne serais pas surpris si cette créature développait des ailes, s'envolait et crachait du feu sur la forêt. C'est le lézard le plus incroyable que j'ai jamais vu d'aussi près de toute ma vie. C'est une chose de le voir dans un documentaire ou sur une photo, mais le voir d'aussi près, c'est une expérience magique. Un basilic, c'est incroyable.
Bon, c'est le dernier jour du côté Caraïbes. On s'apprête à monter dans la voiture, et je me dis que pendant qu'on attend que tout le monde charge ses affaires, on va regarder sous quelques feuilles, peut-être trouver des dendrobates, quelque chose comme ça. Parfois, si tu regardes sous une feuille, comme là ou juste là, littéralement. Donc on cherche juste sous les feuilles. Et qu'est-ce qu'on trouve? C'est une grenouille de verre granuleuse. C'est une espèce très rare. Ce n'est pas courant, on en voit un peu dans le commerce d'animaux. Mais il y a différentes espèces de grenouilles de verre. Hier soir, on a vu plein de grenouilles de verre Valérie, et une autre espèce. Comme toutes les grenouilles de verre, on les nomme ainsi, car on peut parfois voir leurs organes, leur cœur battre à travers leur ventre. C'est une très petite grenouille. Nous avons vu des accouplements hier. Il se passe plus de choses, et il y aura encore plus de reproduction et de naissances au Costa Rica. Mais trouver ça juste ici, comme ça, alors qu'on s'en va, c'est vraiment super cool. Voici Dendrobates eratis, une espèce de ma collection personnelle dont nous avons déjà parlé. J'en ai 4 avec des geckos pleureurs, ce qui est drôle car juste derrière l'endroit où Nadim a trouvé celui-ci, il y en a aussi. Ils sont envahissants ici. C'est une espèce géniale. C'est à peu près la taille qu'ils atteignent, ce qui me rend enthousiaste parce que ceux que j'ai chez moi n'ont pas encore atteint leur taille adulte. Un superbe mélange de bleu-vert et de noir, la dendrobate verte et noire du Costa Rica. C'est l'une de mes espèces préférées. En fait, la préférée de ma collection, parce qu'elles sont si peu farouches. Et en fait, nous avons trouvé ce gars-là en plein soleil avec un indice UV d'environ 7. Incroyable. Je n'aurais jamais pensé en voir. Et le voilà juste devant moi. C'est l'une des découvertes les plus rares, non seulement sur la propriété dans la jungle au Costa Rica, mais dans le monde entier, car il n'y a rien de comparable à un ver de velours. Ceci est un ver de velours rouge. Il a ses tentacules juste ici. Il possède un sac de mucus qui longe les deux côtés de son corps, et il projette ce mucus sur tout ce qu'il pense vouloir manger. Il durcit aussitôt, comme du ciment, puis le mange alors que la proie vit encore. Cette créature est un vrai film d'horreur en forme de tube, l'une des choses les plus fascinantes. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas appelé un insecte, je ne l'ai pas appelé un arachnide. Je ne l'ai rien appelé de ce genre parce que ce n'en est pas un. Il n'existe rien de comparable au ver de velours. C'est en gros un extraterrestre venu de l'espace qui mange ses proies vivantes. Stephen King va sûrement écrire un livre sur ces créatures. Avant de vous emmener dans la forêt de nuages, et sur la côte pacifique du Costa Rica, où nous avons vu des grenouilles grosses comme nos têtes et de super vipères à fossettes. Je veux vous emmener dans un égout où, il y a quelques années, nous avons cherché des reptiles la nuit d'Halloween avec certains de vos youtubeurs préférés. Et nous avons vu les choses les plus folles que vous puissiez imaginer juste à côté d'une autoroute. Il n'y a qu'à Bangkok que tu peux marcher au milieu d'une ruelle et que je peux littéralement à peine entendre mes propres pensées parce qu'il y a des motos partout, y compris juste derrière moi, et Bigfoot aussi. Et on trouve littéralement. Combien de vipères avons-nous trouvé? 15, 16 vipères, une quantité folle de vipères. Et là on arrive à un endroit vraiment cool. Il y a qu'est-ce que c'est? Un temple. Il paraît qu'il y a des serpents qui mangent dans la main des gens au temple des cobras. Chris a dit qu'il y a des cobras qui mangent des trucs là-bas. Je crois qu'il a perdu la tête, mais allons vérifier. Apparemment, c'est vrai. Je n'arrive même pas à croire ce que je vois en ce moment. Il y a un cobra à monocle qui traîne avec un python réticulé. Donc en gros, on est dans ce temple bouddhiste, et on est arrivé, on enlève ses chaussures, on entre, et il y a des gens qui prient ici. Il y a des films qui passent dehors. Nous sommes à 7 ou 8 mètres d'une route. Et quand tu regardes par ces fenêtres ouvertes, tu regardes en bas, et il y a un cobra à monocle qui est en train de dévorer du poulet, littéralement. On parle juste de poulet du supermarché qui a été jeté par cette fenêtre. Et je crois qu'il en est à son 7e maintenant. Et puis on a aussi ce python réticulé. On a découvert que le python réticulé n'aime pas le cobra, alors que le cobra aime beaucoup le python réticulé, au point de l'avoir mordu 2 fois. Cependant, ce qui était vraiment intéressant, c'est que les pythons réticulés sont au moins partiellement immunisés contre le venin du cobra à monocle. Donc, ce sont des cobras différents de ceux que nous avons trouvés à Bali. À Bali, nous avons trouvé des cobras royaux. Même si le venin est similaire, il n'est ni identique ni aussi puissant. De toute façon, nous sommes en sécurité ici.
Honnêtement, je n'arrive pas à croire ce que je vois. On voit ce genre de scène sur National Geographic, sûrement filmé plus joliment que ce que je fais. On se demande comment ils l'ont capturé, et c'est exactement ce que nous voyons. Des cobras à monocle et des pythons réticulés sont littéralement nourris à la main dans un temple sur l'autoroute la plus fréquentée de Bangkok, à l'intérieur d'un temple bouddhiste. Nous sommes tombés sur ce serpent tuyau en plein milieu de la route. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec ce genre de serpent, c'est qu'il n'est pas très sur la défensive. Son mécanisme de défense est de s'aplatir et montrer le rouge sur sa queue, car dans la nature, le rouge signifie « je suis dangereux, venimeux, laissez-moi tranquille ». Vous savez que j'ai beaucoup de dendrobates. Et c'est le même genre de mimétisme, ou plutôt pas vraiment du mimétisme, mais le même type de mécanisme de défense, où l'on montre qu'on est toxique et qu'on va vous tuer si vous essayez de me mordre. Mais ce n'est pas le cas. Car il n'est pas venimeux, et il n'est certainement pas toxique, et cet animal ne va absolument pas vous faire de mal. En fait, il ne veut pas me mordre, il ne cherche même pas vraiment à s'enfuir loin de moi. Je ne connais pas vraiment ces serpents, je ne m'attendais pas à en trouver, et je ne savais même pas qu'ils étaient ici. Mais c'est un serpent tuyau. À Bangkok, il existe 2 types de vipères. Vous allez trouver les vipères à lèvres blanches que nous avons trouvées à Bali, et que nous avons trouvées ici aujourd'hui, et vous allez aussi trouver les vipères à grands yeux. Maintenant, les vipères à grands yeux ont une coloration similaire, mais un peu plus bleue. Je précise tout de suite. Sur certaines images, des mains semblent trop proches. Ce ne sont pas les miennes. Chris est expert, pas moi. C'est pourquoi il tient le serpent pendant que je crie devant la caméra. Ils ont aussi des queues rouges, pour attirer de la même façon. Comme les vipères à lèvres blanches, ils attirent aussi leur proie avec la coesse, avec leur queue. Leurs grands yeux leur valent le nom de vipères à grands yeux. Ce sont des serpents arboricoles. Même si nous avons trouvé celui-ci au sol, ils ne deviennent pas très grands, et leur morsure n'est pas très dangereuse comparée à d'autres serpents venimeux. Mais au final, c'est un serpent venimeux, aux crochets antérieurs, qui injecte son venin comme une aiguille hypodermique. Ce n'est pas comme un serpent à nez retroussé, ou un serpent liane. Ici, la morsure est réelle. Donc, à moins que vous n'aimiez aller à l'hôpital ou avoir les mains très enflées, ne faites pas ce que Chris fait. De plus, Chris est un expert, et moi non. Bref, Chris. Oui, non, il ne le ferait pas, pas encore. Eh bien, je l'ai déjà touché. Ouais, eh bien, il est beau. C'est suffisant pour aujourd'hui. Merci, Chris. J'apprécie. Le regard des attrapeurs de serpents mérite réflexion. Dave, je voulais ta lampe, cependant. Désolé. Tu peux m'aider ? Merci, mon pote. J'apprécie. Les yeux, c'est important. Ça, c'est le soleil, presque aussi chaud que sa surface. Donc ça fonctionne. Je pense que l'expérience compte pour repérer ces animaux. Car Chris regarde en haut, dans les arbres et sur les poteaux téléphoniques. Un varan malais est là-haut, et Dave est si enthousiaste qu'il en parle pendant 37 prises. Je ne peux pas lui en vouloir, c'est vraiment la chose la plus cool. On en a vu au parc Lapini. Combien ? 470. 452 000. D'accord. Donc voir l'un de ces animaux ici comme ça, c'est juste incroyable. Je n'aurais jamais pensé voir un varan malais aussi grand, aussi haut. Et d'accord Dave, merci d'être celui qui tient la lampe. Tu es engagé maintenant. Pas de souci. Et juste pour info, c'était plutôt 87 prises, ce qui est, tu sais, la moyenne pour moi. L'art, c'est l'art, mon pote, c'est comme ça. Nous avons donc trouvé exactement ce que nous étions venus chercher ici. C'est un serpent à tentacules. Maintenant, je ne suis pas du tout un expert de ce serpent, mais je peux vous dire une chose. Il a des tentacules à l'avant de son visage, et c'est pour ça qu'on l'appelle serpent tentacule. Maintenant, le doute subsiste. On ne sait pas. Il pourrait utiliser ses tentacules pour attirer les poissons. Il pourrait aussi s'en servir pour sentir autour de lui dans ses eaux sombres et troubles. On n'est pas vraiment sûr. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'au toucher, c'est vraiment bizarre. Il a ses écailles bizarres, il bouge à peine, il ne va pas être nerveux ou mordre. La raison est qu'il a des crochets postérieurs venimeux très courts, situés au fond de la bouche. Même s'ils vous mordent, vous n'êtes pas un poisson et n'avez donc rien à craindre. Leur venin est spécialement conçu pour empêcher les poissons de nager. Les serpents marins agissent de façon similaire. Une morsure de serpent marin entraîne de graves conséquences très rapidement. Il peut vous tuer, contrairement aux serpents tentacules. J'ai un serpent à groin. S'il mord, cela pourrait provoquer des démangeaisons.
Mais je ne saurais dire. En tout cas, je ne tiendrai jamais un serpent venimeux. Je ne ferai jamais ça, surtout pas avec mes mains. Même venimeux, ce serpent semble inoffensif. C'est sûrement la chose la plus étrange de la planète, si elle vient vraiment de cette planète. Si on me disait qu'un vaisseau spatial a laissé cette créature et qu'elle s'est accouplée avec un serpent pour donner cela, je penserais la même chose. C'est un serpent à tentacules. La chose la plus impressionnante que j'ai vue en Asie du Sud-Est. Les serpents à tentacules sont vivipares, et celui-ci est visiblement gravide. Je l'ai ramassé en sachant cela. Dès que Chris l'a sortie de l'eau, on aurait dit qu'elle venait de manger un chat. J'imagine donc que cette créature, comme Chris l'a dit, aura probablement 7 ou 8 petits. Ces animaux ont généralement ce nombre. 13 est le maximum connu. Ce sera peut-être le plus grand nombre de serpents issus d'un serpent à tentacules, car celui-ci semble très gros. Découvert ici, un serpent rayon de soleil, aux États-Unis et au Canada. En Europe, ce sont parmi les animaux de compagnie les plus populaires, parce qu'ils ont une apparence tellement unique, surtout sous un certain type de lumière, ou en fait sous n'importe quelle lumière. Ces serpents ressemblent à une flaque d'huile. On appelle cela l'iridescence. C'est une caractéristique du boa arc-en-ciel du Brésil, ou de serpents similaires. Le soleil se reflète sur leurs écailles. Leurs écailles possèdent des rainures qui modifient la réfraction de la lumière, comme à travers un prisme. Quand on regarde à travers un prisme, ou qu'on regarde dans un prisme, on voit quelque chose qui ressemble à un arc-en-ciel. Donc ces animaux-là, ils vont être des animaux fouisseurs, ce qui est assez incroyable parce qu'ils ne vont pas vraiment voir beaucoup la lumière du jour de toute façon. Donc pourquoi ils ont cette adaptation, je ne sais pas vraiment. Il y a peut-être une explication, mais ces serpents mangent d'autres serpents. Ce qui est fou, c'est qu'on les trouve au bord d'une des autoroutes les plus fréquentées de Bangkok. Nous sommes à 3 mètres du temple que je vais vous montrer. Ce gars se promène. Il cherche des vipères à fossettes, dont nous avons déjà trouvé quelques-unes, et risque de projeter son musc plutôt que de mordre. Je vais donc le relâcher. Je suis ravi d'avoir vu un serpent arc-en-ciel dans la nature. Ce sont des espèces que tout amateur de reptiles et d'amphibiens rêve de voir, et que beaucoup aimeraient aussi maintenir en captivité. Je suis ravi d'avoir vu un de ces serpents en vrai. Nous retournons en Thaïlande dans quelques minutes pour vous présenter un parc national avec des lézards et serpents volants, et bien plus. Avant cela, ma dernière aventure à la recherche de reptiles et d'amphibiens. Peut-on en chercher dans un complexe tout compris? Les résultats et la fin vont vous surprendre. Le but entier de cette vidéo est d'essayer de voir si on peut chercher des reptiles et des amphibiens dans un complexe tout compris. Donc, nous sommes allés à Cuba, nous sommes allés sur une plage, et nous regardons autour de ces plantes d'agave qui sont pratiquement partout. Le problème avec les plantes d'agave, c'est qu'elles sont, très piquantes. Donc, tout ce qui bouge rapidement sera difficile à attraper. Et on peut entendre d'autres choses que nous allons aussi chercher. Voici une rainette cubaine. Si vous venez de Floride, vous en avez sûrement vu souvent car elles sont très envahissantes. Ce sont de beaux animaux qui aiment sauter. Je vais donc rester prudent. Un peu de douceur, il était à l'intérieur. Et comme ces gars-là sont insectivores, ils vont sortir la nuit. Ils vont se cacher dans ces plantes d'agave pendant la journée pour échapper aux prédateurs. Maintenant, ce sont les prédateurs que nous recherchons. Je ne sais pas si nous les trouverons car ici, les chats domestiques, qui sont les principaux prédateurs, ont déjà attrapé un oiseau. Trouver des serpents risque donc d'être difficile. Nous allons nous aventurer dans les bois un peu plus tard et voir ce que nous pouvons y trouver. Hé, Trish, bonjour, qui es-tu? Trish. Et j'ai un anole vert ici. Est-ce un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Comment le sais-tu? Parce qu'il est vert. Et où les trouve-t-on? Sur la plante d'agave. À Cuba. On dirait qu'il a encore des restes de baies autour de la bouche. Il mange des insectes. Eh bien, on dirait qu'il a mangé des baies. Ah, je crois qu'on n'a jamais présenté Trish. Trish est venue à Cuba avec moi alors qu'elle était ma petite amie et m'a aidé à trouver rainette, anolie et diverses choses. Et maintenant, ce n'est plus ma copine. Revenons à la vidéo. Tu parles de ma femme maintenant. Oui, c'est ça. Oui. Peut-on observer des reptiles et des amphibiens dans les resorts tout compris? Oui, tu peux. Mais tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Il y a de l'orage là-bas. Tu ne trouveras rien. Il va sauter directement sur mon visage. Tu as peu de chances de trouver de grands serpents dans ton complexe. Tu ne vas probablement pas trouver de crocodiles, de varans ou quoi que ce soit de ce genre. Mais si tu cherches simplement des reptiles et des amphibiens vraiment sympas, celles que tu peux trouver dans le jardin de tout le monde, tu peux tout à fait en trouver. Et aussi, le visage de ce gars est absolument adorable. Il a des yeux énormes. Et bien sûr, ces animaux sont toxiques. Alors fais attention, lave-toi les mains avant de les remettre à la bouche. Mais en ce qui concerne les grenouilles mignonnes, c'est incroyable qu'on ait trouvé cette rainette cubaine juste par terre.
Il y a aussi des crapauds dans cette zone. On s'attend à les trouver ici. Je pense qu'ils étaient dans l'arbre, avec sans doute un insecte au sol. Ce gars-là les a attrapés et sûrement mangés, vu qu'il semble avoir dîné. C'est une autre rainette cubaine. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans un complexe tout compris, et que ces animaux, eh bien, ils vont être là où ils sont. Cela ne vous dispense pas de les remettre exactement à l'endroit où vous les avez trouvés au départ. Nous avons trouvé ce gars au sol, alors qu'il devrait être dans les arbres. Parfois, en cherchant des reptiles, on aperçoit des choses à des kilomètres. Et par kilomètres, je veux dire à 3 étages de là. Parce que ta copine voit des choses que toi, tu ne vois pas. Donc on va aller chercher une petite rainette qui est en fait au sol. Et c'est tout le principe. Quand les gens pensent « Oh, si tu cherches des rainettes, regarde en l'air », eh bien, parfois, elles sont au sol. Et c'est parce que parfois, leur nourriture est au sol. Et je sens que dans environ 2 secondes et demie, je pourrais te montrer exactement de quoi je parle. Rainette cubaine. Oui, cette rainette est juste là. Mais il y en a une autre au sol, juste ici. Quand tu trouves des grenouilles, souvent elles ne sont pas exactement là où tu pensais qu'elles allaient être. Il vient juste de m'asperger de crottes. Mais ce n'est pas grave. Mais il s'appelle Hector. Et j'ai l'impression qu'il est juste au sol à chercher des insectes, des larves et ce genre de choses. Ce qu'il doit éviter, ce sont les chats. On vérifie d'abord s'il y a des chats, puis on le remettra probablement sur le rebord de la fenêtre au-dessus de sa place initiale. Parce que même si on doit toujours remettre les animaux exactement là où on les a trouvés, il faut toujours se demander s'il y a des prédateurs qui ne devraient pas être là. Et il y en a tellement. Il y a des chats partout, c'est fou. Donc, encore une autre rainette cubaine, qui est une espèce arboricole, se trouve au sol. Ce qui me fait penser qu'il y a peut-être beaucoup d'insectes au sol que ces grenouilles sont censées manger. Quelques découvertes vraiment sympas juste à côté du restaurant ici. D'abord, on a trouvé ce crapaud géant qui était assis en train de regarder autour de lui. Dès qu'il a vu la lumière, il s'est baissé comme si nous étions des prédateurs, ce que je ne suis pas. Je te promets que je ne te mangerai pas, Gérard, c'est son nom. On a aussi trouvé un serpent filiforme. Alors, c'est un serpent filiforme mort, mais si vous avez déjà écouté mes vidéos, j'ai parlé de combien ces serpents sont fascinants parce que ce sont des serpents aveugles. Les serpents aveugles ont à peine des yeux et ressemblent à des vers. On pourrait croire que c'est un ver, mais non, c'est un serpent, un reptile. Ce n'est pas un animal qui a 7 cœurs et qui traverse la boue en se contentant de manger. Ce qu'il fait, c'est qu'il mange les larves d'autres créatures, comme les fourmis par exemple, et les limaces. C'est ça qu'il mange. Donc il a exactement la même fonction que tous les autres serpents. Il a un cœur, il a des poumons, il a des écailles. C'est un animal qui est un serpent, même s'il ressemble exactement à un ver. Et il tient sur le dos de ce crapaud, comme si ce n'était rien. Et je parie que ce crapaud a déjà trouvé des serpents comme celui-ci, et les a mangés comme des spaghettis, façon la Belle et le Clochard, sûrement avec sa petite amie. Merci Gérard d'être venu. Nous le laissons repartir chercher d'autres serpents filiformes. Je pense qu'il est aussi important de mentionner que si vous êtes en vacances, et que vous faites ça, si vous partez à la recherche de reptiles pendant vos vacances, n'oubliez pas le côté vacances. On n'en a qu'1 ou 2 par an. Pendant votre séjour, profitez des restaurants à la carte, de la plage, de l'équitation ou d'autres excursions. Quoi que vous fassiez, savourez le moment. Et si vous allez à la plage, faites d'une pierre 2 coups. Vous pouvez chercher des crabes et des iguanes, ou tout ce que vous cherchez pendant que vous êtes dans l'eau avec votre famille. Et même si l'accent principal de ce voyage était clairement d'aller chercher des reptiles, et de montrer que c'est possible, c'était vraiment notre priorité quand nous avons réservé ce complexe en particulier. Au final, on s'est aussi beaucoup amusé, et je pense que vous devriez en faire autant si vous partez en vacances. Donc, il faut faire attention avec ces incroyables petites espèces d'anolis. Maintenant, ces petits vont se retourner et essayer de vous mordre. Et c'est comme ça que vous savez qu'ils vont être stressés. Et ceux-ci, nous les avons trouvés sur cette plante. Eh bien, un agave. L'agave, c'est ce qu'on utilise pour faire la tequila. L'autre chose aussi, c'est que quand vous parlez de ces animaux et que vous les manipulez, il faut faire attention, car ils peuvent surchauffer très rapidement. Des espèces incroyables que vous trouvez tout le temps dans le milieu des passionnés. Elles ne sont pas très chères, elles sont faciles à trouver. Mais vous allez aussi les trouver sur pratiquement toutes les îles ici dans les Caraïbes. Et il faut être très prudent car ils sont très délicats. Et celui-ci, parce qu'il a ce magnifique fanon et qu'il est d'un vert éclatant, on sait que c'est un mâle. Donc ce soir, il dort. Demain, il cherchera des insectes et des partenaires. Pour l'instant, remettons-le à sa place pour qu'il dorme. On me demande souvent, quelle est la différence entre une grenouille et un crapaud ? Eh bien, tous les crapauds sont des grenouilles, mais toutes les grenouilles ne sont pas des crapauds.
Et ce qui fait des crapauds, de vrais crapauds, ce sont ces glandes sur leur tête. Et celles-ci s'appellent des glandes parotoïdes. Ce sont elles qui produisent le venin. En réalité, c'est plutôt un poison, car le venin est quelque chose qu'on vous injecte. Le poison pénètre dans votre corps par ingestion. Donc, si votre chien mangeait ce crapaud, il tomberait très malade. Maintenant, pour être honnête avec vous, je ne connais pas l'espèce exacte de ce crapaud. Mais bon, on est sur internet. Donc, je vais l'afficher juste ici. En gros, ces gars-là sont des crapauds. Et les crapauds vont pouvoir vivre parfois dans des climats plus secs. Ceux-ci vivent évidemment dans le même climat que les rainettes, mais on les trouve au sol. Exactement, le même régime alimentaire. Ils vont manger des choses comme des mouches, des fourmis. Ils vont manger des coléoptères, ce genre de choses. Quand vous voyez des papillons voler autour, c'est seulement parce que ces gars-là n'ont pas attrapé la larve en premier. Donc ils jouent un rôle incroyable dans l'écosystème. Et malheureusement, il y a plein de chats dans le coin qui essaient plus ou moins de décimer cette population. Si vous trouvez un chat mort près de votre complexe, il a sans doute tenté d'en manger un. La recherche d'amphibiens et de reptiles dépend de chacun. Quel est votre but? Que voulez-vous accomplir? Voulez-vous trouver le plus grand nombre d'espèces dans la plus petite zone possible ou dans de grandes zones? Est-ce vraiment la quantité que vous recherchez? Ou est-ce que vous cherchez simplement à trouver des choses parce que votre famille vous a emmené en vacances et que maintenant vous êtes ici et vous voulez trouver des choses? Parce que je vais vous dire, vous pouvez le faire. Parce que devinez quoi? On en a trouvé un autre. Rainette de Cuba. Ce type m'a sauté sur la tête. Le point, c'est que vous pouvez trouver des choses, peu importe où vous êtes. Si vous êtes dans un endroit qui a plein d'espèces différentes, ou au moins quelques espèces différentes, vous pouvez les trouver. Même si vous êtes dans un complexe tout compris où les gens ne sont pas censés trouver de reptiles, il y a, j'en suis sûr, des plaintes parce qu'il y a des grenouilles comme celle-ci ici dans ce complexe. C'est le mieux que je puisse espérer. Trouver des rainettes cubaines partout où je vais, des crapauds et peut-être des serpents. L'un des aspects sympas quand on cherche des herpétos, c'est qu'on ne trouve pas toujours des reptiles ou des amphibiens. On va aussi trouver des oiseaux et des insectes. Et puis, si on est près d'une plage, on va aussi trouver des crustacés. Donc je crois que ce sont des crabes violonistes. Je ne suis pas vraiment un spécialiste des crustacés. On a aussi vu des crabes cool dans l'océan. Je ne connais pas l'espèce. Trish a tenté d'en attraper un. Il a failli lui arracher la main. Maintenant, elle a besoin de ce doigt. Donc, on a décidé de laisser ce crabe dans l'océan. Mais ceux-ci, ces petits crabes violonistes, ne peuvent pas vous faire de mal. Et vous pouvez les voir. Ils ressemblent à de petites fourmis partout, juste devant vous. La caméra ne peut pas les capter car ils sont trop loin et trop petits. Ils entrent chacun dans leur petit trou. On a essayé d'encourager celui-ci à y aller. Il disait que c'était à son pote Bob, donc il ne pouvait pas y entrer. En général, je les trouve cool, je les imaginais plus gros. De toute façon, je prends un coup de soleil, on rentre. Si on croise des iguanes des rochers, tant mieux. Et sinon, peut-être qu'on va juste s'amuser un peu à la piscine parce qu'on part demain. Salut Dave. Tu as hâte d'aller chercher des serpents? J'ai toujours hâte d'aller chercher des serpents. Dave, qu'est-ce que tu as? J'ai une araignée à cornes. C'est cool. Ma caméra n'aime pas ça, elle fait la mise au point derrière. Je ne trouve pas ça cool non plus. Juste derrière moi, il y a un lézard à crête des forêts. Donc, ceux-ci ont en quelque sorte une crête différente et étrange par rapport à l'autre type de calotte que nous avons vu à Bangkok. Maintenant que nous sommes dans le parc national proprement dit, nous sommes un peu dans les montagnes, je suppose. Donc, il s'appelle Calotte Sema. Ce gars-là, il va manger des choses comme des insectes et d'autres insectes. Qui sont... Dave l'a effrayé pour ne pas ruiner le reste de sa chaîne. Trouvons quelque chose de plus cool qu'un collode. Ma dernière visite ici remonte à 2016, ma première fois en Thaïlande. Et à l'époque, tout ça n'était que de la terre. Ça fait combien de temps, Tone? 20 ans, il a dit. Et les Rangers vivent ici depuis 20 ans, et Sasquatch.
Tu vas recevoir un avertissement pour droit d'auteur sur le stream. Dave, comment va la prairie? Ces jolis papillons m'adorent. Regarde-les. Mon Dieu, il y en a des centaines. Les papillons t'apprécient-ils? Oui, Sais-tu ce qui attire les papillons? du miel. Non. Nous avons vu beaucoup de vipères pendant ce voyage. Mais ma préférée et la plus fréquente est la vipère à fossettes à lèvres blanches. Nous en avons trouvé beaucoup à Bali et ici. J'essaye de faire attention autant que possible. Mais je fais plus attention à ce serpent qu'à cette caméra parce qu'ils ont du venin en eux. Ces gars-là sont de véritables serpents venimeux. Ils ne sont pas comme ces serpents au crochet postérieur que nous avons trouvés auparavant. Si ce serpent te mordait, cette vipère à fossettes à lèvres blanches, cela provoquerait des choses comme la nécrose, c'est-à-dire la destruction ou la mort des tissus. Donc tes muscles, ta peau, des choses comme ça. Elle se distingue des vipères à fossettes de Pop, que nous espérons trouver plus tard, et des vipères à fossettes à grands yeux vus avec Chris Sweet plus tôt cette semaine, car il s'agit d'une espèce différente. Elles n'ont ni grands yeux ni yeux rouges, mais sont vertes avec des écailles ventrales vertes et du blanc le long du visage. Elles ont aussi une pupille allongée, car ce sont une espèce nocturne. Je voulais juste le souligner, je trouvais ça vraiment cool. Ceci est la vipère à fossettes à lèvres blanches, numéro 428 du voyage. Allons chercher la dernière vipère qu'il nous reste à trouver. Nous avons filmé des vipères toute la semaine, et elles me passionnent vraiment. Les vipères sont géniales, et je ne peux pas en garder. Donc c'est cool de le voir ici. C'est aussi une vipère. En quelque sorte. Il s'agit d'une fausse vipère qui, comme son nom l'indique, mime les vipères. Elle ne se moque pas d'elle, car elle pourrait la manger. Et la raison pour laquelle il porte ce nom de fausse vipère, c'est parce qu'il imite les vipères lorsqu'il était la proie de prédateurs. Au point que, si vous regardez ses pupilles en ce moment, elles sont rondes. Alors, c'est généralement une règle, mais parfois elle est enfreinte. C'est un animal diurne, et c'est le cas ici. Cependant, les animaux nocturnes, pour la plupart, ont une pupille fendue, comme celle d'un chat. Et ce gars-là peut changer sa pupille ronde, comme on la voit maintenant, en une pupille en forme de fente, comme celle d'un chat, pour ressembler davantage à une vipère. Maintenant, la coloration et le motif, selon moi, ressemblent à ceux d'un serpent venimeux. Au Costa Rica l'an dernier, nous avons vu ces vipères à nez retroussé, avec une coloration et un motif très similaires. Bien sûr, ils n'imitent pas ces serpents car ils se trouvent à des milliers de kilomètres d'ici. Et ce gars-là est totalement inoffensif, à part le fait qu'il possède des crochets venimeux à l'arrière, mais il n'utilisera ce venin que sur ses proies. Donc, si vous êtes un prédateur et qu'il vous mord, vous n'avez rien à craindre. Vous allez très bien vous en sortir. Ce mimétisme sert à la prédation. Si un prédateur voulait attaquer cet animal, il pourrait hésiter en pensant « Oh non, c'est un serpent venimeux. Je risque d'avoir des ennuis. » En fait, tout ira bien. S'il vous mord, vous aurez 2 petites marques, un peu de sang. Mais tout ira bien. C'est l'un des serpents les plus impressionnants que j'ai vus. Je suis ravi d'en avoir trouvé un dans la nature. Allons chercher d'autres vraies vipères. Alors bon, pendant qu'on roule sur ces routes, parfois on s'arrête simplement, et on regarde dans une clairière, et on trouve un étang ou autre chose. C'est là que vous allez trouver des animaux comme des cobras royaux, des pitons réticulés, et ce genre de choses. Mais comme nous sommes en montagne, on ne voit pas ces palmiers aux luxuriants, et toute cette végétation qu'on a vue dans les plaines. Du coup, ça me donne l'impression d'être chez moi. Mais ensuite, je marche littéralement dans des excréments d'éléphants, et je réalise très vite, ah oui, il y a des cobras ici. Alors avançons prudemment, continuons. En Thaïlande, il y a de nombreux serpents impressionnants, des lézards fascinants et des insectes, mais il est aussi important d'évoquer la flore. Ici, nous avons un Wachamahuzit oriental. Maintenant, les Wachamahuzits orientaux sont très différents des Wachamahuzits occidentaux, parce que ceux-ci viennent de la partie est et ont des feuilles vertes. Les Bigfoot s'essuient les fesses et s'amusent avec ces feuilles, mais je ne sais pas si on en verra un durant ce voyage. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, commence les aventures botaniques de Weekend's Wicked Reptiles. Le bon vieux temps. Dès que j'ai su que j'allais au milieu de l'Asie, ou plutôt en Asie du Sud-Est, je savais que j'allais trouver quelque chose, mais je n'étais pas sûr de quoi exactement. Quand Dave a voulu venir avec moi, je savais qu'on trouverait des crabes, et c'est arrivé. Nous en avons trouvé un, je ne sais pas lequel, mais il est magnifique.
Et là où il y a Dave Kaufman, il y a des crabes. Très bien, allons chercher un serpent. Voilà, nous l'avons trouvé. C'est le serpent le plus toxique de toute l'Asie. Peut-être du monde, mais pas vraiment. Et quand je dis toxique, je veux dire toxique. Maintenant, je n'ai pas vraiment envie qu'il grimpe sur mon bras comme ça parce qu'il est aussi venimeux. Maintenant, la différence, bien sûr, entre venimeux et toxique, c'est que venimeux, si ça te mord, c'est un problème. Toxique, si tu le mords, c'est un problème. Voici une couleuvre à cou rouge, qui cumule ses dangers. On l'appelle ainsi à cause de ses écailles carénées. Et aussi, il vient de Géorgie et aime beaucoup la NASCAR. Et aussi, son cou est vraiment rouge. On dirait un peu qu'il a un coup de soleil, comme moi sous cette chaleur thaïlandaise. Maintenant, ces serpents ne sont pas dangereux pour les humains, ou du moins on ne le pensait pas jusqu'à très récemment. Il y a eu un décès, mais cela reste extrêmement rare. Ces animaux doivent te mâcher leur venin pour l'injecter, contrairement aux élapidés. Les cobras royaux vus à Bali la semaine dernière, eux, s'ils te mordent et injectent leur venin, c'est terminé. Ce sera sûrement ta dernière morsure de serpent. Ceux-là, s'ils te mordent, ils doivent te mâcher ou te mordre plusieurs fois, parce que leur façon d'injecter le venin n'est pas vraiment une injection. En fait, ils ont ces glandes à venin, qui vont faire couler le venin le long des dents, jusque dans la plaie qu'ils provoquent avec ses dents. C'est un très mauvais système d'injection pour tuer rapidement une proie, conçu pour cela, et non pour tuer des humains. Les keelbacks à cou rouge comptent parmi les animaux les plus fascinants. Content d'avoir trouvé ces gars tout de suite. Allons le remettre à sa place. Que feras-tu si ma main gauche se détache? Dave, on vient juste de dire qu'ils sont venimeux. Et qu'ils ont tué des gens. Ouais, Pourquoi manipulons-nous les keelbacks à main nue, Dave? pour les vues. Dave n'est pas aussi dur qu'il le dit. Ce n'était pas la version redneck d'un keelback. C'était un bœuf. Qu'est-ce que c'était? Keelback à bande bœuf. Keelback à bande bœuf. Ils ont des crocs allongés, mais le venin qu'ils ont n'a pas d'importance médicale. Donc vous pouvez voir que j'ai bien des marques de morsure ici. Mais je veux dire, Personne n'est impressionné, Dave. On va chercher d'autres serpents. Dave va aller se nettoyer et s'endormir en pleurant ce soir, car il n'est pas aussi dur qu'il le croit. Salut, Dave. Et là où les tigres errent, il y aura une menthe. ou de la menthe. Et pas de serpent volant. Pourquoi m'as-tu amené ici? Eh bien, Adam, ta chaîne a grandi beaucoup plus vite que la mienne. Alors j'ai décidé de t'emmener au milieu de la nature sauvage. C'est tout ce que je peux dire devant la caméra. Eh bien, nous voilà avec un serpent volant. Maintenant, ce serpent ne vole pas vraiment. Et si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo intitulée « Top 5 des reptiles volants » et j'ai expliqué que ces créatures planent en réalité. C'est pourquoi dans certaines régions d'Asie, on les appelle planeurs, serpents planants, serpents arboricoles, où il existe une centaine de noms différents. Maintenant, la raison pour laquelle ils volent est double. Tout d'abord, eux, contrairement à la plupart des reptiles et amphibiens volants, utilisent cela pour la prédation. Ils repèrent des proies comme les lézards. Par exemple, s'ils aperçoivent un gecko à queue plate plus bas sur un arbre, ils foncent presque tout droit sur lui. Mais la raison pour laquelle ils ne tombent pas simplement comme si vous laissiez tomber un python de vos mains, c'est parce que ces animaux-là ont des côtes qui vont s'étendre. Donc ils créent presque des sortes de volets avec leur peau. Ils augmentent simplement la surface qui va attraper l'air. Et ensuite, ils vont avoir ce mouvement serpentin qui leur permet de planer dans les airs. De la même manière qu'un gars en combinaison ailée va attraper un courant d'air et va pouvoir se faire soulever par l'air en dessous, ce qui lui permet de tomber beaucoup plus lentement et de planer presque à un angle de 45 degrés. Ces gars-là peuvent ne faire exactement la même chose. Ce qui est drôle, c'est que Dave et moi cherchons ce serpent en Asie du Sud-Est. Il était sur notre liste à voir. Nous l'avons cherché toute la journée et en avons trouvé un hier. Nous n'avons pas pu le faire descendre d'un arbre. Puis nous sommes tous les deux passés à côté de celui-ci. Et je me suis retourné. J'ai fait une blague en disant que c'était un serpent volant, et je n'arrivais pas à croire que ce n'était pas une blague. De façon amusante, un gecko à queue plate se trouve juste au-dessus de ma tête, exactement ce que ce type cherche à attraper. Mais pourquoi était-il au sol? Qui sait? Ces animaux peuvent aussi devenir plus gros. Celle que nous avons vue hier était une femelle géante, et elle était énorme. Il existe différentes espèces de serpents volants partout en Asie du Sud-Est. Celui-ci est probablement le plus beau que j'ai trouvé. Voici un serpent volant en Thaïlande. Je suis ravi d'avoir pu les voir. De les voir. Allons les remettre à leur place. Nous avons trouvé les deux autres vipères ici. La vipère à grands yeux avec Chris Sweet
et environ 187 vipères à lèvres blanches. Même si celles-ci sont cool sur la liste et que je voulais les trouver, je ne savais pas ce qu'était une vipère de Pope avant de voir celle-ci ici. Très similaire dans le sens où c'est un type de serpent arboricole. Donc c'est un peu étrange qu'il soit assis ici, enroulé sur ce rocher juste là. L'autre grande différence, c'est qu'ils ont les yeux rouges. Donc si je tombais là-dessus sans rien savoir, je dirais « Waouh, c'est un peu comme une vipère à lèvres blanches albinos, mais ce n'est pas un albinos. Elle a juste les yeux rouges. » Dans mes vidéos, Pikachu a les yeux rouges car il est albinos. Ce serpent aussi, mais c'est simplement son apparence naturelle. Sa morsure nécessite une prise en charge médicale. Si une vipère de Pope vous mord, vous allez à l'hôpital. Cela va provoquer une nécrose. Ce sera un problème pour toute la chair et le tissu musculaire autour de la zone de morsure. L'injection sera très douloureuse. Certains serpents, comme les bongards, peuvent tuer sans qu'on sente la morsure. Cela ne tue pas, mais la douleur est bien présente. Donc, vous n'allez probablement pas mourir tant que vous êtes en bonne santé. Mais en même temps, vous ne voulez pas que votre jambe, votre doigt ou n'importe quelle partie touchée pourrisse littéralement. Et la plupart des morsures de vipères comme celle-ci se produisent sur les mains. Et vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous les embêtez. Si vous croisez une vipère comme celle-ci, en Amérique du Nord, en Asie ou ailleurs, laissez-la tranquille. Prenez des photos à distance avec un zoom. Et c'est tout. Et je vais laisser ce gars exactement là où nous l'avons trouvé. J'ai déjà évoqué sur la chaîne les grenouilles volantes de Wallace. C'est mon amphibien volant préféré, parmi plusieurs espèces, dont celle-ci ici. Ceci est une grenouille volante à palmure rouge, ou grenouille planeuse, selon... Enfin, en réalité, elle plane, parce que les reptiles et les amphibiens ne volent pas vraiment. Ils planent. Quand il sera plus âgé, car il est encore jeune, la vie d'une grenouille commence par un œuf, puis le tétard, qui devient ensuite une jeune grenouille. Ils perdent leur queue, développent leurs pattes, puis deviennent grenouilles adultes. Chez les grenouilles volantes, il existe une étape supplémentaire. La palmure entre leurs orteils se formera, puis rougira en mûrissant. La coloration changera aussi chez ces grenouilles. Et ce qui est beau, c'est qu'elles ne deviennent pas très grandes. Donc, même si elles ne sont pas en captivité, si je devais les comparer à une grenouille, imaginez quelque chose comme une grenouille arboricole, aux yeux rouges, à peu près de cette taille. Ces grenouilles sont insectivores et mangent des mouches qui nous dérangent, Dave et moi. Dave, que penses-tu des mouches ? Je déteste ces mouches. J'aimerais qu'il y ait plus de ces grenouilles volantes. Et il pourrait y en avoir parce qu'il y a un magnifique étang juste derrière moi. Si je devais imaginer à quoi ressemble un étang dans la jungle, ce serait exactement ça. Alors ce gars-là, on va le remettre sur une feuille. Je vais prendre quelques belles photos pour vous, des images qu'on pourra poster sur Instagram. Et les grenouilles volantes. Elles vont planer dans l'air comme Spider-Man sans toile, juste avec leurs pattes palmées. D'accord, passons au suivant. L'une des espèces cibles que je voulais voir était un crocodile chinois, ou un crocodile siamois. Et nous avons effectivement trouvé un croco. Maintenant, c'est un croco natif. Normalement, on les trouve en Amérique du Nord, tout autour des Walmarts aux États-Unis. Généralement, ils sont portés par des gens qui n'ont qu'une ou deux dents. Mais cette paire ici est une paire de crocs thaïlandaises, sauvages. Une coloration et une iridescence superbes. Je vais juste le laisser dans la nature, là où il doit être. Les lézards volants. Nous avons parlé de ces gars-là dans un top 5 des animaux volants, ou un top 5 des reptiles volants, et il était rempli d'amphibiens. Mais ça, c'est un vrai reptile. C'est un lézard. Maintenant, ce lézard ici est un lézard draco. Il y a 3 espèces que vous pouvez trouver ici en Thaïlande. Et celui-ci n'est pas le plus grand, mais c'est l'un des plus beaux. Donc, si vous regardez ces petites ailes là ici, elles ne battent pas comme celles d'un papillon, ce que j'imaginais en fait. Maintenant, ce lézard ici va planer d'arbre en arbre. Il fait généralement cela pour fuir les prédateurs, mais aussi pour chercher des insectes. Donc, tout comme ce serpent volant que nous avons trouvé auparavant, cet animal, bien qu'un peu plus agité que ce serpent volant, va voler pour attraper des choses comme des insectes. Il va voler pour attraper des choses qu'il peut manger, et il va aussi voler pour échapper à des choses comme ce serpent volant précisément, parce que ce serpent volant mange des animaux exactement comme celui-ci. Il est très agité, donc difficile à tenir. Je vais quand même vous montrer ses ailes dans les mains de Dave. Fantastique. Ils ont ce signal d'avertissement, ce rouge orangé, tout comme un papillon ou une grenouille d'Androbate ou n'importe quel animal de ce genre. Ça veut dire « ne me mange pas sinon ». Ils ont aussi ces sortes de gouvernail, ces fanons, un peu comme le gouvernail d'un bateau qu'on tourne à gauche pour aller à droite. Même idée ici. Il utilise le vent et l'air à son avantage. On va aller mettre ce gars-là sur un arbre et voir si on peut le faire voler. Ceci est un champignon en console.
Je suis ravi d'avoir enfin trouvé ces gars dans la nature. Un dragon cornu des montagnes. Je le serre peut-être un peu trop fort. Si j'avais un animal de compagnie, je le laisserais reposer sur ma main. Mais Dave l'a effrayé et il a sauté dans un lac. Nous avons dû le récupérer encore une fois car dans la nature, ces animaux sont nerveux et parfois mordeurs. Mais ce qui est vraiment cool avec les lézards à cornes des montagnes, c'est qu'ils ont ces cornes au-dessus de leurs yeux. C'est de là que vient leur nom. Et en captivité, ils vont se reproduire si vous leur donnez de l'eau qui coule. C'est la clé. Parce que si vous leur donnez de l'eau stagnante, en fait, ils ne la voient même pas. Ils ne savent pas qu'elle est là. S'ils tombent dedans, ils risquent de se noyer par peur sans comprendre la situation. Voici maintenant un animal plus petit. À l'âge adulte, ils vont atteindre entre 30 et 45 cm. Ils viennent de régions en altitude. Nous sommes sur le flanc d'une montagne, avec peu de lumière à cause des canopées autour. Ces animaux, bien qu'ils ne vivent pas dans la canopée, restent assez hauts, car ce sont des espèces arboricoles. On ne les trouvera pas au sol, sauf dans l'eau courante, pendant la reproduction. Ici, c'est un peu humide, mais ils préfèrent quand c'est très humide. Si je devais deviner, on est à 85% d'humidité. En ce moment, il fait 29 degrés Celsius, donc on est dans les 80 degrés Fahrenheit. Alors ces gars-là ont une longue queue, et la queue ne se détache pas. C'est quelque chose que j'adore chez ces animaux. Et celui-ci commence à devenir un peu nerveux, donc je pense que je vais le relâcher. Salut Dave. Qu'est-ce que tu vois? Je vois beaucoup de feuilles. Hey, Dave, monsieur. tu vois tout ça? Je vois tout ça. C'est notre royaume, tout ce que la lumière touche. Un jour, mon fils, tout cela sera à toi. Et cet endroit sombre là-bas, Tu ne dois jamais y aller. C'est exact, Simba. la côte caraïbe du Costa Rica est vraiment unique. Mais maintenant, nous sommes dans la région la plus biodiversifiée de toute l'Amérique centrale. Nous sommes dans le Pacifique Sud. Bienvenue au Costa Rica. Il est donc assez tôt le matin. Nous nous sommes levés tôt dans la forêt de nuages. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous sommes littéralement dans un nuage. Tout n'est pas simplement humide, mais complètement mouillé. Et ce que vous allez trouver ici, ce sont des vipères à fossettes. Il y a des vipères sauteuses, il y a des vipères des palmiers. De nombreux serpents que je veux voir ne vivent que dans cette région du Costa Rica. Alors nous allons en chercher un. Les gars sont sortis après nous hier soir pendant qu'on dormait, et on dit en avoir trouvé une. On va donc explorer cette zone pour chercher une vipère à fossettes des étangs, et peut-être des vipères sauteuses. Allons voir. Il y a 5 minutes, j'ai dit qu'on allait trouver une vipère à fossettes des étangs, et on en a trouvé une. C'est un coup de chance incroyable, on cherchait depuis un moment. La nuit dernière, nous avons cherché des heures sans rien trouver. Maintenant, il y a une vipère à fossettes des palmiers ici, un serpent très intéressant. Son visage est typique d'une vipère à fossettes, et c'est une espèce arboricole verte qui se fond dans le décor. Actuellement, elle est juste à la lisière d'un sentier. Il y a une rivière juste là, que tu dois sûrement entendre. J'imagine que ce gars a passé la nuit à manger des grenouilles ou un oiseau. Ce sont des opportunistes. Ils vont trouver tout ce qui pourrait être de la nourriture et ils vont s'en contenter. C'est l'un des serpents les plus impressionnants que j'ai jamais vu de toute ma vie, et vraiment un superbe spécimen pour son espèce. Profitons-en un instant. Il a son œil juste à travers ce trou là. Super cool. Quelle beauté. Habituellement, je gâche une vidéo sur les reptiles avec un amphibien. Aujourd'hui, je gâche une vidéo sur les amphibiens et reptiles avec une plante. Mais pas n'importe laquelle. La plante sensitive. Plus ou moins, je pourrais vous l'expliquer ou je pourrais simplement vous montrer ce que je veux dire. Quand on lui donne une petite caresse, elle fait sa timide et se referme un peu. Donc si vous la touchez, elle se referme. La nuit aussi, elle se referme. Et puis en quelques minutes, elle s'ouvre à nouveau. Très intéressant. Plante sensitive. Dehors. Dehors. Salut. Paix.
Ceci, croyez-le ou non, est un boa adulte. C'est un boa des broméliacées. Vous trouverez ces serpents dans certaines régions du Costa Rica, surtout sur la côte Pacifique Sud, où nous sommes actuellement, en pleine journée. Nous allons faire une randonnée nocturne plus tard, mais pendant la journée, c'est vraiment génial de voir des espèces que vous ne verriez peut-être jamais. C'est probablement l'un des boas les plus rares. Au Costa Rica, certains ont cherché des reptiles toute leur vie sans jamais en voir. Nous avons la chance d'en observer un ici, dans une broméliacée. Croyez-le ou non, ceci est un spécimen adulte d'environ 80 cm. C'est la taille maximale qu'ils atteindront. Pas beaucoup plus grand que ça. Imaginez un python tacheté, mais version boa, en plus petit. Malheureusement, ces animaux ne sont pas élevés en captivité ni comme animaux de compagnie. Le Costa Rica n'exporte pas cet animal, donc en posséder comme animal de compagnie serait très rare. Ce serait sûrement l'un des meilleurs serpents à avoir, car ils sont robustes. Celui-ci, on va juste le laisser dans cette broméliacée. C'est celui-là. C'est une vipère à cils. Les vipères à cils sont l'une des espèces les plus fascinantes, l'une des plus colorées. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime la couleur. En posant ça sur cette héliconie, le contraste est incroyable. On ne voit pas ce jaune dans la nature, sauf chez certains oiseaux, insectes, ou peut-être un moustique dans mon oreille actuellement. Sinon, on ne le voit pas. Cet animal, s'il te mord, peut te gâcher ta journée, ta semaine, ton mois, ou même ta vie à cause de l'hémotoxine de son venin. Cela signifie que s'il te mord, il commence à détruire les tissus et les cellules. Donc, on a tous vu ces images dégoûtantes d'une main qui devient noire, boursouflée, et peut-être avec moins de doigts qu'avant. Le truc c'est que la plupart des morsures se produisant sur les mains, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que les gens sont imprudents. Ne touche pas à ces choses-là. Garde tes distances avec eux. Comme là, je vais faire un pas en arrière parce qu'ils se rapprochent un peu de moi. Ça arrive sur les mains, ça arrive sur les pieds. Dans tous les cas, respecte ces animaux. Même s'ils vivent dans les arbres, il faut regarder où tu marches. Si je voyais un de ces animaux dans la nature, comme maintenant, je pourrais perdre la tête, ce qui est justement mon cas. Il fait nuit côté Pacifique. On a eu de la chance dans la journée, c'était cool. La nuit, c'est le moment où apparaissent généralement les choses qu'on veut voir, notamment de nombreuses espèces venimeuses. On pourrait trouver des fers-de-lance ou des vipères à cils la nuit, ce qui serait génial aussi. Différentes espèces de grenouilles. On a déjà trouvé un iguane casqué, et je ne pouvais plus supporter la chemise. Je survis. Mais ça en vaut la peine, parce qu'il fait 4000 degrés ici. Imaginez la surface du soleil sous l'eau. C'est là où on est en ce moment. Allons chercher des serpents. Ici, on a un autre fer-de-lance, bien plus gros que celui vu la première fois côté Caraïbes. Celui-ci a été aperçu côté Pacifique. Quelque chose d'intéressant à noter. J'entends tout le temps dire « Oh, ce serpent te poursuit, ce serpent te poursuit ». On est plusieurs autour. Ce serpent est allé directement vers l'un d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'un serpent venimeux, va dans votre direction qu'il vous poursuit. Il suffit de ne pas courir, et il ne vous poursuit plus, il passera juste à côté de vous. C'est ça l'idée. J'entends souvent ça sur les mocassins à tête cuivrée, mocassins d'eau, etc., qu'ils me poursuivent. Restez immobile, il passe devant. On l'a vu ici avec ce fer-de-lance, il n'avait nulle part où aller. Le chemin le plus rapide pour fuir était juste à côté, mais nous l'avons laissé passer. Voilà la leçon à retenir avec ce fer-de-lance. Mais voyez comme cette créature est incroyable. 90% des morsures au Costa Rica proviennent de ce serpent. Et nous avons enfin trouvé un spécimen de taille adulte. Les fers de lance sont absolument incroyables. Ce que nous avons ici, c'est un serpent aux yeux de chat vraiment cool. Donc un type très intéressant de serpent aux yeux de chat. C'est différent de celui que nous avons trouvé du côté Caraïbes, que nous avions trouvé au-dessus d'un endroit où l'on trouve des têtards, des grenouilles, des choses comme ça près d'une source d'eau. Ici, il n'y a pas de rivière. Je n'entends pas de rivière. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de source d'eau. Nous avons trouvé cet animal sur une feuille, juste à moins d'1 mètre du sol. C'est en quelque sorte un témoignage de la diversité au sein du même genre ou type de serpent, je devrais dire. Et certains vont être d'un type totalement différent, dans une zone totalement différente, avec un régime totalement différent d'un serpent similaire qui porte pourtant un nom semblable. Les serpents à yeux de chat sont vraiment fascinants. Ce sont des serpents venimeux à crochet postérieur, donc je ne vais pas me faire mordre. Cherchons autre chose. Donc on a fait littéralement 4 pas dans la jungle, à peine sorti de la rue, 4 pas dans la jungle. Et Dion a eu un accident. Il a eu un papillon de nuit, un insecte ou quelque chose comme ça qui a volé directement dans son conduit auditif. Tu veux que je tienne la lumière ?
Ah, il y a des insectes partout. Il a tellement plu aujourd'hui. J'en ai même un sur la poitrine en ce moment. Ça va être toute une aventure. Dion est parti chercher des soins médicaux. Alors espérons qu'il n'a rien de grave, rien d'inquiétant, et qu'il pourra revenir nous rejoindre pour chercher des Bushmasters à tête noire ce soir. Allons voir si on peut en trouver un. Quand quelqu'un dit avoir attrapé un poisson ou une grenouille aussi gros, il ment sans doute. Mais je viens de mettre ma petite main à côté de cette chose pour vous montrer que quand je dis que c'est la grenouille de montagne la plus gigantesque et la plus absurdement énorme, c'est parce que Mike Detula vient de me le dire il y a 5 secondes. C'est une grenouille au look intéressant. En disant qu'elle fait la moitié de la taille de mon pied, j'exagère, car mon pied n'est même pas 2 fois plus grand que ça. Ce n'est pas si gros. La grenouille des Smoky Mountains est une grenouille très sombre, ou du moins c'est comme ça qu'elle paraît. C'est aussi un amphibien et non un reptile. Je parle en général car j'en sais peu sur elle, mais je devais vous montrer à quel point cette grenouille est grande. Ce que nous avons ici, c'est un anole aquatique, quelque chose de très intéressant. Je l'ai vu une fois, le voilà juste là, une fois sur Discovery Channel. On l'appelle l'anole aquatique, car il peut presque respirer sous l'eau. Il forme une couche d'air autour de lui qui lui permet de respirer immergé. Donc il ne meurt pas comme la plupart des anoles si on les maintient sous l'eau. En gros, c'est un anole résistant à la torture par noyade. Bref, allons chercher un Bushmaster. Dernier jour sur la côte pacifique du Costa Rica. La nuit dernière, on a eu peur avec l'insecte dans la tête de Dion, mais on n'a pas trouvé le Bushmaster. Ce n'est pas grave car aujourd'hui je pense qu'on verra des singes écureuils, qui ne sont pas des reptiles, mais des mammifères, et que je trouve vraiment cool. On les entend presque toute la nuit. On a installé une plateforme de bananes pour eux, et déjà reçu quelques visiteurs. On a des oiseaux au sol, des oiseaux sur la plateforme, et on peut voir les singes au loin, qui nous observent, nous surveillent, et s'assurent qu'il est sûr de s'approcher de nous. On va patienter. Et, avec un peu de chance, on pourra voir des singes à 7 ou 8 mètres. Ce sera génial. D'accord. Ce n'est pas que tout le monde ne devrait pas avoir de varans d'eau, ou de grands varans en général. C'est juste que la plupart des gens ne devraient vraiment pas en avoir. Et c'est tout simplement parce que, eh bien, regardez leur taille, non? Alors, promenons-nous dans ce parc, et je vais vous donner 3 raisons, pour lesquelles les varans sont vraiment nuls. Mais en fait, pas vraiment. C'est juste qu'ils ne sont probablement pas faits pour vous, sauf si vous avez une grande pièce. Allons nous promener. Merci. D'accord, très bien. La circulation est de ce côté. Très bien, on avance. On avance, sortez d'ici. Vous ne pouvez pas rester ici, mais pas obligé de rentrer chez vous. Je suis à environ 60 cm de ce lézard. On parlait à un autre. Je crois qu'il s'appelait Jérôme. Celle-ci, c'est Bertha. Comme l'a dit Dave, il mange bien ici. Voilà le truc. Si vous gardez un varan, vous allez probablement le garder dans un enclos de 2,40 m sur 1,20 m. Le problème, c'est que cet animal fait au moins 1,80 m de long. Si je me couchais à côté de cette bête, elle me ferait paraître minuscule. Et si je devais deviner son poids, je dirais qu'elle pèse l'équivalent de 7 ou 8 chats, si je devais estimer. Vous ne pouvez pas juste garder cette bête dans un enclos où elle ne peut pas bouger. Regardez ce lac, il serait envahi par ces créatures. Donc oui, bien sûr, vous pourriez les faire cohabiter si vous aviez un enclos géant. Mais garder un animal dans un enclos que vous pouvez acheter chez un détaillant en ligne, ou quelque chose qui n'est pas fait sur mesure, ne conviendra pas pour ces animaux. Donc, la première chose dont je voulais parler, c'est la taille. Le fait qu'un animal mesure près de 2 mètres signifie qu'il ne peut pas être gardé dans un enclos de 2,50 m ou même de 3,50 m. Gardez-les dans un lieu avec accès naturel aux UVB si possible. Sinon, assurez-vous que les UVB soient présents partout. Garder ces animaux dans une pièce coûterait une fortune, car les UVB doivent être proches. Ils ont besoin d'endroits pour grimper, et aussi d'un espace aquatique. Donc, ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'à mon avis, il n'y a aucun moyen d'aller dans un magasin, d'acheter un terrarium, ou même si vous en construisez un, il doit être assez grand, presque comme une chambre d'enfant. Donc, le nombre... La première chose, c'est la taille. La deuxième raison pour laquelle je pense que les grands varans ne sont pas faits pour vous et qu'ils sont un peu nuls, c'est qu'ils coûtent cher. Ce n'est tout simplement pas abordable. S'occuper d'un 5 à langue bleue ou d'un gecko léopard est bien plus simple qu'avec un varan aquatique, surtout en gardant le même budget. Leur régime alimentaire n'est pas le même que celui de votre python réticulé. Même un réticulé de 6 mètres,
Si vous pouviez en avoir un aussi grand, coûterait moins cher à nourrir qu'un varan aquatique. Vous ne pouvez pas simplement lui donner des rats. Il a besoin d'une grande diversité dans son alimentation. Ce n'est pas un guide de soins. Je ne vais donc pas tout expliquer. Ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Il existe de très bons guides. Renseignez-vous si vous en choisissez un, car je ne veux pas vous décourager. Je veux juste m'assurer que vous comprenez votre engagement. Donc non seulement cela, mais lorsque vous achetez cet énorme terrarium, qui sera fait sur mesure, ou que vous allez le fabriquer vous-même, cela signifie que vous devez acheter les matériaux nécessaires, et ensuite fournir le travail. Ce qui va vous coûter, si ce n'est pas de l'argent pour payer quelqu'un, ce sera votre propre temps. Et cela va être vraiment, vraiment coûteux. On parle de quelque chose qui fait probablement 3,5 mètres sur 3,5 mètres, ou 5,5 mètres sur 3,5 mètres. Ces animaux ont besoin de beaucoup d'espace. Et en plus de cela, il y a le système aquatique. Nous en avons un peu parlé lors de la partie sur la taille, mais il va vous falloir quelque chose qui soit filtré. Comment allez-vous installer un réservoir pouvant contenir des centaines ou milliers de litres? Et comment filtrerez-vous ce système? Un réservoir de 450 litres, 1,50 mètres, est insuffisant pour ces animaux de près de 2 mètres. Ils ont besoin de plus d'espace pour nager. Ce sont essentiellement des torpilles dans l'eau, vu la façon dont ils se déplacent, et ils vont avoir besoin de sortir sur la terre ferme, et ils vont aussi aller dans les arbres. Donc encore une fois, il vous faudra un enclos beaucoup plus grand, non seulement en profondeur, non seulement en longueur, mais aussi en taille. Comment allez-vous gérer cela? Et qu'en est-il de toutes les ampoules dont vous aurez besoin? Ils ont besoin d'un endroit chaud pour se prélasser, pas extrêmement chaud, mais suffisamment pour que vous ayez besoin de plusieurs ampoules à différents endroits et à différents niveaux. Et aussi l'UVB, qui devra couvrir presque tout l'enclos. Et il vous faudra plus d'une ampoule pour y parvenir. Et vous devrez les changer tous les 6 à 8 ou 12 mois, selon la marque que vous utilisez. Pouvez-vous vraiment vous permettre d'acheter et de vous occuper de votre animal, qui pourrait coûter 80 $ s'il s'agit d'un varando? Donc si vous envisagez d'acheter un varando, je vous conseille fortement de prévoir d'abord un budget. Faites un budget. Vérifiez que vos économies couvrent une année de soins pour l'animal, en prévoyant les imprévus. Si un varan tombe malade, je vous assure qu'une visite chez le vétérinaire ne coûtera pas seulement 25 $ pour consulter et obtenir une ordonnance. Peu de vétérinaires accepteront de s'occuper d'un varan d'1,80 m. Et par docteur, je veux dire un docteur pour lézards. Enfin, vétérinaire, c'est le mot que je cherchais. Peu importe comment on voit les choses, ce n'est pas donné de s'occuper des varandos, ou de n'importe quel grand varan, varan crocodile, varan argus, ou peu importe le type de varan dont vous allez vous occuper. Prévoyez une réserve d'argent, ou évitez le varan. Sommes-nous sûrs qu'un de ces varans a mangé le pied de Chandler? J'essaie de tourner un plan ici, Dave. Désolé. Et je pense que la troisième raison est assez évidente. Si vous regardez la taille de ces animaux, c'est tout simplement le danger. En quelque sorte, parce que tu m'as aussi vu m'approcher de l'un d'eux et ce n'était pas du tout un problème. Et puis tu m'as vu, si tu regardes la vidéo de Dave, que tu peux voir juste ici, m'approcher de l'un d'eux et il a mollement balancé sa queue vers mes jambes. Il m'a frappé derrière les mollets, ce qui va me laisser un bleu. Si cet animal s'était vraiment senti menacé et avait voulu me frapper, je ne pourrais plus marcher. Je serais sur les épaules de Dave, ce qui serait très gênant et tellement haut. C'est à ça que ressemble le monde pour tout le reste du monde. Tu vois? Ça t'a fait quoi? J'avais l'impression qu'il me tendait juste sa queue en disant « Hey, tu veux caresser ma queue? » Eh bien, regarde ça. C'était ton coup de queue, mon pote. Je crois que tu as blessé ses sentiments, Dave. Je pense que oui, désolé, mon pote. Et c'est ça, le truc avec ces varans, c'est qu'ils ont ces queues qu'ils utilisent la plupart du temps pour se défendre. Si vous avez un animal non socialisé ou un bébé non socialisé, vous risquez d'avoir un animal adulte, puissant, potentiellement dangereux pour vous. Je ne veux pas présenter ces gars comme des monstres, car ils ne le sont pas. Certes, ils ont des dents très aiguisées, surtout si c'est... Un varan crocodile a des griffes très aiguisées, mais il ne cherche pas à vous blesser, seulement à éviter de se blesser lui-même. Il existe des moyens de socialiser ces animaux. L'essentiel est d'en acheter un, chez un éleveur réputé. N'allez pas au parc Lumpini en Thaïlande pour en attraper un dans la nature, même s'ils paraissent sociables. Optez pour un animal né en captivité, déjà un peu sociabilisé par l'éleveur, avec lequel vous pourrez aussi interagir. Ne le relâchez pas, les varans sont très intelligents. C'est un peu ça, l'attrait. C'est qu'ils sont tellement intelligents. Et ça veut dire que si vous ne les manipulez pas pendant un certain temps, ils peuvent perdre la capacité de vous faire confiance. Je pense qu'il est essentiel d'avoir la confiance de votre varan. Sinon, vous risquez de passer une très mauvaise journée, car, comme je l'ai dit,
ils cherchent à se défendre. Et s'ils pensent que vous êtes une menace, non. Là, ça sent vraiment mauvais. Mais je pense qu'il y a quelque chose à dire sur le fait d'avoir de grands varans. Donc, ayez l'espace, ayez le temps, ayez l'argent, et sachez ce que vous faites, pour ne pas vous blesser. Je sais que j'ai surtout parlé des varans aquatiques, mais j'ai quand même fait le déplacement jusqu'à Bangkok pour faire cette vidéo pour vous. Ne vous occupez que des varans. Si vous faites vraiment partie du 1%. Maintenant, il y a aussi l'autre côté de la médaille. Et il y a des raisons pour lesquelles vous voudriez garder un varan géant. Tout d'abord, ce sont des varans géants, et il n'y a aucun doute là-dessus. Les varans géants, c'est cool. Je ne peux pas dire que vous ne pouvez pas garder de grands reptiles. J'adore les pythons birmanes et réticulés, mes animaux préférés. Mon point de vue, c'est que la plupart des gens ne devraient pas garder de varans aquatiques, ou de grands varans, et surtout ceux qui sont des varans aquatiques, parce qu'il vous faut une énorme source d'eau. Il existe de nombreuses espèces de varans comme celui-ci, mais il est difficile de les accueillir sans bassin extérieur adapté, car ils doivent être enfermés. Dans ce parc, tout est clôturé. Ils ne peuvent pas s'échapper. Si vous aviez un de ces animaux chez vous, il faudrait le clôturer pour l'empêcher de s'échapper et le protéger aussi des prédateurs. Petits, ils sont vulnérables, mais adultes, ils deviennent des prédateurs dominants. Rien ici ne les menace. Bien sûr, ce lac géant n'a pas besoin de filtration, mais si vous aviez cela dans votre jardin, il en faudrait une, et ce serait très cher. Mon but n'est pas de dire que les varans sont nuls. Vous connaissez le principe de cette série. C'est une vidéo en faveur des varans. C'est juste que la plupart des gens, 99% des gens, ne peuvent pas s'occuper correctement des varans. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'à Bangkok, en plein centre-ville, pour vous montrer exactement cela. Voilà. Voici 3 raisons pour lesquelles les grands varans ne conviennent pas à la majorité des gens. Alors Dave, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui va adopter un varan aquatique, ou n'importe quel grand varan, qu'est-ce que tu lui dirais? Je te dirais de faire tes recherches d'abord. Achète le terrarium, installe-le. Apprends tout ce que tu peux. Ton varan devrait être la dernière chose que tu achètes. La dernière chose que tu achètes. Et ça vaut pour pratiquement tous les reptiles. Mais je pense que c'est encore plus important pour les reptiles qui atteignent 1,80 m ou plus, qui ont besoin d'arbres pour grimper, de zones pour se prélasser, et aussi de systèmes d'eau. Et à mon avis, c'est ça qui va coûter le plus cher. Je suis d'accord. Et si tu achètes un varan juste pour inviter tes amis et leur dire « Hey, regardez ce lézard génial que j'ai, fais-nous tous une faveur et laisse tomber. » J'ai déjà vécu des aventures incroyables partout dans le monde en cherchant des reptiles. Pendant que tu regardes ceci, je suis au Vietnam à chercher des espèces que je n'avais encore jamais vues, puis j'irai en Thaïlande. Dis-moi dans les commentaires quel type de vidéo tu veux voir pour mes voyages en Asie du Sud-Est en ce moment, et où je devrais aller ensuite.